setup, takes Levert feet. Oh my! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série des grands mouvements de l'été. Vous l'avez compris, on vous fait un point sur les transferts de l'été, on vous donne notre avis sur ce qu'on voit autour de ces grands mouvements. On vous a fait un premier épisode la semaine dernière autour des Mavs, des Clippers et des Warriors. On a un très gros programme aujourd'hui avec probablement les 3 équipes qui se sont le plus renforcées cet été. Les Sixers, les Knicks et OKC. Je suis Benjamin, aka le débrief sportif pour vous servir et pour m'accueillir aujourd'hui. On est avec Ben et Paul. Comment ça va les gars ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, on est toujours bien. Ben, c'est un retour. C'est un retour attendu. Oui, c'est un retour. Exactement. J'avais pris ma petite retraite anticipée après la défaite des Knicks. Et comme Michael Jordan, je reviens au meilleur moment, juste avant les JO, pour parler des Knicks. Pour parler de basket. Bah oui, toujours. Pour parler des toujours. Knicks. Ben, est-ce que t'as fini de faire l'hélicobite là depuis la prolongation de Jalen Brunson ? Oh bah, la semaine dernière, double cuite pour fêter ça. Franchement, une magnifique semaine. J'en suis toujours parmi. En plus le temps avance, plus tous les mecs des Knicks disent tous ouais, on va faire des concessions financières. On va se retrouver avec 22 joueurs payés 8 millions. Ça va être exceptionnel. Vive New York. Et on est avec Paul. Vous commencez à avoir l'habitude d'entendre Paul dans le podcast. Paul, comment ça va ? En pleine forme. Il y a mon meilleur ami Harry Kane qui n'a toujours pas de trophée. Donc moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc ouais, en pleine forme. Si vous avez envie, vous pouvez aller sur le Twitter de Paul. Vous allez voir, c'est une espèce de succession de trolls. Et dernièrement, sa cible, c'était l'équipe nationale d'Angleterre autour de Jude Bellingham et de Harry Kane. Harry Kane, ouais. Mais là, on a appris il y a quelques heures qu'ils ont dégagé Southgate. Putain, ils vont devenir peut-être bons, c'est con. On va peut-être se faire niquer, malheureusement. Enfin, peut-être, ouais. Et on peut-être venir bon le jour où leur grand attaquant pourra plus jouer au foot. Ce qui est quand même un peu couillon. Ouais, je pense que c'est ça surtout. Paul, est-ce que tu as un avis là sur le nouveau coach des 3 Pistons ? Je sais que tu le connais bien. If I speak, I'm in big trouble, so I prefer not to speak. Non, en vrai, je pense que c'est pas si mauvais. Mais j'ai vu des trucs comme quoi c'était le coach parfait pour une reconstruction. J'ai pris très peur quand même. Je pense que le succès des Cavs post LeBron, c'est quand même plus lié disons à la chance à la draft et au choix de Kobe Altman que vraiment de JB Bickerstaff, quoi. Après, bon, de toute façon, les Pistons, ils sont tellement au fond du trou qu'ils peuvent que remonter, quoi. Donc ça peut que être une idée qui est pas trop mauvaise. Ouais. Puis c'est un coach qui sait coacher son spacing. Et pour le coup, oui. Là sur le roster, il n'a pas un pet de spacing. Donc bon, ça permettra peut-être de compenser un petit peu. Bon, on va pas trop s'attarder longtemps sur les Detroit Pistons. On fera peut-être un épisode sur les équipes de bas de tableau d'ailleurs, parce que moi j'ai envie de parler de Charlotte depuis un moment. Et pour l'instant, j'arrive pas à en parler, mais on vous l'a dit, on a un gros programme aujourd'hui puisqu'on va vous parler de New York, d'OKC et de Philly. Bon, vous avez compris le principe, on vous récap un petit peu les trades de l'été et puis on vous donne notre avis sur l'impact que ça peut avoir sur l'image et sur l'avenir plutôt de cette franchise. Et tout seigneur, tout honneur, comme c'est le retour de Ben, on vous propose de commencer par les fameux New York Knicks. Ben, je te laisse la main. Ouais. En effet, on a eu un été plutôt mouvementé à New York. Alors, on va voir jusqu'à où ça ira, parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs encore autour notamment de Randle. Mais je pense que le premier point très, très important, c'est le trade pour Mikal Bridges, donc, qui est arrivé quelques jours avant la draft, de souvenir. Et il y a eu, donc, alors je le rappelle vite fait, donc Mikal Bridges, Keita Bates-Diop, un second tour 2026 et des droits sur un joueur inconnu arrivent à New York. Et du côté des Nets, ils récupèrent Bogdanovic, Mamadi Diakité, Shake Milton et 5 ou 6 tours de draft, dont 4 ou 5 premiers tours. Donc voilà. On est à 5, alors, en fait, on est à 4 premiers tours de draft. On a un swap 2028 premier tour. Également, on a un premier tour protégé top 5 des Bucks. Donc on est plutôt potentiellement à 6 premiers tours de draft et un second tour de draft. Et là, je vois la tête de Ben, il est dépité quand il voit le prix de Mikal Bridges. Ouais, alors en fait, c'est très bizarre parce que j'ai eu un peu une double réaction au trade. D'abord, même une triple, très très enthousiaste.
Puis tu vois le prix, tu fais waouh, quand même ça pique. Et puis tu vois qu'ils sont tous contents, copains entre eux, et tu fais bah c'est trop cool. Donc au final, moi je pense que sportivement, on va y revenir dessus, c'est une très bonne chose. Maintenant, le prix payé, oui, est très très cher. Mais aussi, ça rentre dans le fait que, en fait, t'envoies tellement aucun joueur de l'autre côté qu'il fallait bien compenser financièrement. Sinon, les Nets, ils avaient aucun intérêt à trade. Donc, je suis content de son arrivée, mais c'est vrai que c'est très cher payé quand même, quoi. T'en penses quoi, Paul, toi, de ce trade là autour de Michael Bridges, qui a été le premier gros trade de l'été, le premier gros mouvement de l'été? J'ai eu énormément de mal avec sa saison, quand même, à Michael Bridges. Après, il a des grosses circonstances atténuantes, mais c'est quand même un mec au Suns qui était top 2 Depoy. On était là à se dire, putain, si lui, on lui donne une équipe, il peut vraiment être, alors peut-être pas le franchise player, mais au moins une superbe deuxième option. Et au final, enfin, clairement, il a même pas fait une saison individuellement d'une potentielle deuxième option. Maintenant, bon, on a vite vu quand même qu'il n'était pas du tout motivé pour jouer à Brooklyn. Pourtant, la première demi-saison, elle était vraiment pas mal l'année dernière. Il y a eu des circonstances atténuantes, bien évidemment, parce que les Brooklyn Nets, là, il fallait absolument tout péter, il fallait reconstruire et tout. Oui, c'est cher payé. Trop de pics pour un joueur qui a fait une saison beaucoup trop décevante l'année dernière. Maintenant, j'ai toujours en tête, je pense que tous les joueurs ont droit un peu à un moment de down dans une carrière. Maintenant, bon, Michael Bridges, c'était à 27-28 ans, donc je trouve que c'est quand même pas hyper rassurant. Mais je repense au Michael Bridges des finales ou au moins des playoffs 2021 avec les Suns. Et en fait, tu as vraiment un des meilleurs 3&D de la ligue qui peut quand même créer pour lui. Donc, et qui a une bonne vision du jeu, qui peut être un bon connecteur et tout. Donc, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste pour son arrivée aux Knicks. Mais quand je vois en fait l'effectif des Knicks, je me dis, en fait, ça se trouve, Michael, il va être sixième homme. Et par contre, clairement, si Michael est sixième homme, tu as à la limite un des meilleurs sixième hommes de l'histoire, quoi. Enfin, peut-être pas de l'histoire, mais au moins des 10 dernières années. Parce que vu le niveau du gars potentiel, c'est quand même un superbe luxe d'avoir Bridges en sixième homme, quoi. Si, tu as raison, Ouais, ouais, la saison de Bridges, Ben, je précise juste un peu, la saison de Bridges, effectivement, pas de souci. était un poil décevante. Pour rappel, hein, lors de son trade l'année dernière à Brooklyn, ce qui avait impressionné, c'est qu'il avait conservé. Enfin, bon, il était quand même en dessous, mais on avait trouvé des niveaux d'efficacité qui finalement étaient plutôt proches de ce qu'il arrivait à avoir quand il était troisième, quatrième option aux Suns, donc notamment derrière Chris Paul, Devin Booker et DeAndre Ayton. Et c'était ça qui avait surpris tout le monde. Et on s'était dit, super trade pour les Nets. En fait, Michael Bridges, avec un plus gros volume, il est capable de conserver ce niveau d'efficacité. Ce qu'on s'est rendu compte cette année, c'est qu'on était peut-être un peu sur une surchauffe dans cette période. Et finalement, on est retourné à des niveaux d'efficacité qui étaient plus proches de sa première partie de saison avec Phoenix l'année dernière, où il avait augmenté en volume. Notamment avec un usage qui avait quand même pas mal monté, et on est retourné sur ce qu'on avait vu durant cette première partie de saison où finalement il était moins efficace que sur des petits volumes, et finalement on est un peu revenu à ça cette saison, quoi, comme si le bout de saison de l'année dernière était une forme de surchauffe. Mais là du coup au Knicks, Ben il va retrouver le rôle qu'il avait aux Suns, c'est-à-dire un rôle de joueur de complément, quoi. Oui, oui, carrément. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur sa saison un peu décevante avec un rôle bien plus important que ce qu'il avait à Phoenix. Mais en attendant, je pense que ça lui a beaucoup servi euh, dans sa façon de jouer, dans sa façon de gérer certaines attaques quand il est en isolation ou quand il doit quand il devait mener offensivement, pardon, les Nets. Et je pense que c'est que de l'expérience engrangée en vue d'un retour à un rôle un peu plus, je pas envie de dire secondaire, mais de complément à New York. Je pense que la question qui va se poser, comme l'a un peu évoqué Paul, c'est comment tu organises tes ailes quand tu as un trio Anunoby, Randle et Bridges actuellement qui sont tous à New York, quoi. Et Josh Hart. Oui, mais pour Josh Hart, oui, c'est vrai, il y a Josh Hart aussi. Puis tu peux même considérer, si tu prends les postes 2, 3, 4, tu as DiVincenzo qui peut être considéré. Donc tu as beaucoup de personnel sur ce qu'on appelle largement les wings, quoi. Donc à voir
comment ça se met en place, et surtout, est-ce que tout le monde sera là alors je sais pas c'est quand la reprise, mais en octobre prochain, quoi. Oui, parce que la grosse question, c'est autour de Julius Randle que t'amènes. Ouais, exactement. Oui, bah de toute façon, en fait, vu la situation et le virage qu'a pris la franchise cet été en re-signant à un prix mirobolant Anunoby et en tradant à un prix mirobolant aussi pour Bridges, la seule question qui se pose, c'est autour de Randle. Qu'est-ce que t'en fais? Si tu le conserves, est-ce que c'est pour mieux le trader un peu plus tard dans la saison après qu'il ait remis un pied sur le terrain? Comme l'a pareil évoqué Paul, tu mets qui un peu en sixième homme? Est-ce que tu mets Bridges? Est-ce que tu pars avec DiVincenzo, Bridges et Anunoby sur le terrain et tu mets Randle en sixième homme? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont. J'ai l'impression que tout n'est pas un peu. Tout est presque complémentaire, mais il y a un élément en trop là-dedans, quoi. T'en penses quoi, toi, Paul, Ouais, de ça? j'ai aussi l'impression. Moi, en fait, je pense qu'ils vont au moins essayer de garder Randle, à moins que ce soit vraiment catastrophique et que les résultats soient décevants, mais je pense qu'ils vont essayer au moins de garder Randle jusqu'à la fin de saison. Sauf que si je dis pas de bêtises, il a une player option l'année prochaine. On va m'arrêter si je dis une bêtise, mais je Je crois que c'est regarde. ça. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, parce que les contrats, en vrai, ça va. Maintenant, bon, si tu prolonges Randle, je pense qu'il va quand même lui demander un beau pactole. C'est ça, un player Donc, option la saison prochaine. Vu le fait qu'en fait Randle a pas fait les playoffs, je serais pas étonné qu'en fait il le fasse jouer toute la saison, qu'il teste en fait l'année prochaine, parce que finalement l'effectif il est encore jeune, ils sont dans du win now, mais la plupart des mecs sont sous contrat. Donc je serais pas étonné qu'il teste Randle en playoff l'année prochaine. Le problème aussi, c'est dans cet effectif des Knicks, c'est aussi le poste de pivot, et parce que Hartenstein qui part, on aura le temps peut-être d'en reparler en détail, mais Hartenstein qui part, ça fait quand même un gros trou. Donc, est-ce que c'est pas mieux de trade Randle pour aller récupérer un meilleur backup sur le poste de pivot et un autre poste 4 que Randle, mais qui défend mieux, qui est peut-être plus dans un rôle de role player, qui défend mieux et qui stretch un peu plus? Donc, ouais, il y a un vrai débat autour de Randle, mais je serais pas étonné en fait de voir Randle en playoff. Et parce que voilà, il a pas fait les playoffs cette année et qu'on parle quand même d'un mec qui était All-Star cette saison, même si bon, All-Star dans la conférence Est, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais ouais, on parle quand même d'un mec qui balance quoi, du 25 points, 9 rebonds, 5 passes. Donc c'est pas hyper efficace, c'est pas hyper impactant, mais c'est pas rien non plus, quoi. Ouais, sachant qu'on en a. Surtout que. Ouais, je voulais juste dire que surtout, il a eu un début de saison très très compliqué, mais avant sa blessure, il était quand Ouais. même sur un rythme assez important et assez conséquent. Et on a eu pas mal de fois le débat avec Ben sur les Knicks. C'est vrai que dans le style de jeu de New York, qui est quand même pas très, comment dire, pas très fluide, c'est pas un jeu offensif très emballant. T'es content quand même d'avoir un Randle qui peut t'apporter des shoots difficiles une fois de temps en temps, parce que ça fait partie du jeu de New York, quoi. Ouais, c'est même ce qu'on disait souvent, c'est que c'est même un peu plus que ça, c'est que ils ont un jeu qui part de la capacité d'un joueur à créer une différence en un contre un initial, et de cette capacité à créer une différence en un contre un initial, ils font le premier écart et derrière ils ont des très bons connecteurs pour faire d'un petit écart à un grand écart. Et le problème, c'est que quand Randle est blessé, le seul qui est capable de faire ça, c'est Jalen Brunson. Et ce style de jeu-là peut avoir comme tendance de générer un nombre de tirs, de mauvais tirs un peu nécessaires pour générer ce jeu-là. Et qu'à ce jeu-là, Julius Randle, c'est quelque chose qu'il sait faire. Donc Thibodeau a bien su transvaser, on va dire, son style de jeu à celui de Julius Randle. Moi, ce qui m'interroge autour de ces trades, c'est l'impression que ça me donne. Je vous demande un peu ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont acté que ce qui s'est passé à partir de février était le modèle dans lequel ils fonctionnaient le mieux. C'est-à-dire un modèle où on donnait les clés de l'attaque à Jalen Brunson et autour, on construisait avec des connecteurs, défenseurs, shooters. Ils ont fait une grosse partie de la saison avec notamment cette triplette qui jouait beaucoup de minutes, DiVincenzo, Anunoby, Josh Hart. Et moi, la sensation que j'ai quand je vois le recrutement de Michael Bridges, c'est de pouvoir compléter ce roster-là autour de Jalen Brunson et de ce style de jeu-là, un peu plus fluide, un peu plus de contre-attaque, dans lequel je sais pas si Julius Randle a sa place, quoi. Parce que tu vois, quand on dit qu'il y a 3 titulaires pour 2 postes, alors oui, Josh Hart a été remplaçant à un bon moment, mais on n'est pas loin de 4 mecs en gros à 30 minutes par match enfin même Josh Hart il est à 45 minutes par match. On n'est pas loin de 4 mecs à plus de 30 minutes par match pour 2 postes. Donc ça donne l'impression qu'il y en a peut-être un de trop. Hein. Ah oui, de toute façon, c'est l'impression que
que ça donne, hein. De toute façon, quand en fait l'effectif était plutôt complet avant comment dire, l'épidémie de blessures qui a débuté avec les blessures de Randle et Anunoby en février ou mars, je sais plus exactement l'année passée. Et donc tu avais déjà un effectif très complet à 9, 10 mecs, et tu rajoutes dedans Michael Bridges. Donc forcément, tu te retrouves avec peut-être, ce sera peut-être la première fois pour Thibodeau, mais avec trop de gars pour, Ouais. pour lui, quoi. Mais donc, je suis d'accord avec toi que la question, elle va se poser autour de lui. Après, est-ce que là, tu es au bon moment pour le trade, en sortie de blessure, etc. Comme l'a un peu évoqué Paul, les seules solutions que je vois, c'est pour récupérer plusieurs petits éléments, dont un pivot backup et peut-être un autre poste 4 ou un autre petit ball handler en option sur le banc. Mais je suis pas sûr que tu puisses t'en sortir proprement d'un trade de Randle, quoi. T'en penses quoi, toi, Paul? Ouais. J'ai quand même l'impression, j'adore Brunson, il a fait une superbe saison, mais j'ai quand même l'impression qu'il manque un autre gars assez fiable en attaque. Genre, ouais, ok, DiVincenzo, il a prouvé qu'il pouvait tenir l'attaque à minima sur des séquences. Hart, il a même mis ses 3 points en playoff contre Philly, et Michael aussi, et Anunoby aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un peu un espèce de deuxième scoreur, shotmaker ou driver à côté de Brunson, où tu te dis, ok, lui, tu lui donnes la balle. Parce que quand je repense au dernier playoff de Randle, que ce soit série contre les Cavs ou Miami il y a un an, ou même contre les Hawks il y a 2, 3 ans, je sais plus. Enfin, Mm. clairement, c'était pas ouf, c'était décevant, quoi. Donc, j'ai Mm. l'impression que dans des hautes sphères de playoff, il y a potentiellement un manque de talent en attaque qui va pouvoir se faire ressentir, un manque de manipulation de défense ou de capacité à se créer un shoot facilement à travers des qualités athlétiques ou de la technique balle en main. Mais je me pose aussi la question de c'est quel 5 en fait qui va finir en fin de match. Parce que ça se trouve, en fin de match, tu vas avoir des 5 où en fait, tu n'auras même pas de Josh Hart et Dante DiVincenzo, quoi. Ou tu auras Alors, une Ouais, raquette c'est possible. Randle, Robinson. pour moi, il y Je a sais deux, pas il y a, trop. il y a- il y a deux sujets dans ce que tu évoques. Je veux bien qu'on revienne sur le premier. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur. Alors, j'ai l'impression que le projet de jeu d'Enix vit sur une hyper dépendance à Jalen Brunson, à la création. Mais qu'est-ce que tu fais si Jalen Brunson il descend de son nuage? Parce que depuis mars-avril, Ouais. Jalen Brunson, tu vis sur Jalen Brunson qui a un niveau délirant. Depuis mars-avril, c'est presque le meilleur joueur de la ligue, hein, Jalen Brunson, hein. Enfin, moi je trouve, hein, tu vois, c'est le seul, en tout cas en capacité à porter une En attaque. attaque. En gros, le seul équivalent, c'est Luka Doncic, quoi. Et Nikola Jokic, je trouve. Alors on va peut-être trouver que c'est un peu fort, mais ça produit moins parce qu'il y a moins de création pour les autres, mais tout part de lui, tout part de lui. Et qu'est-ce qui se passe si effectivement tu te retrouves dans un cas où Brunson descend un petit peu de son nuage? Et moi, cet élément-là m'interroge quand même sur la dynamique globale des trades d'Enix depuis 4 mois. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tu as fait le trade d'Anunoby si c'est pour faire le trade de Michael Bridges maintenant. Dans le trade d'Anunoby, tu avais envoyé RJ Barrett. Ok, RJ Barrett, fallait que tu t'en débarrasses. Même si au final, on se rend compte qu'à Toronto, il y a quand même des façons d'utiliser RJ Barrett pour qu'il soit utile. Notamment dans un rôle de poste 3, avec peu de dribble, plutôt de la finition. Donc un peu ce que cherche Linux, hein. Même si je pense que son statut faisait que c'était compliqué d'aller l'emmener là-dessus. Mais surtout, l'autre joueur qui est Emmanuel Quickly, qui a toujours pas été remplacé. C'est-à-dire ce mec qui va venir soulager un peu Jalen Brunson. Et donc, enfin là, je vous lance un peu là-dessus, mais vous trouvez pas qu'il y a un peu une incohérence là sur ce double trade Anunoby-Bridges là à 3 mois d'écart? Pourquoi tu fais Anunoby pour faire Bridges quelques mois plus tard? Alors, moi, je pense pas qu'il y ait forcément d'incohérence. Je pense qu'ils sont toujours à la recherche de ce, on va dire, second ball handler. Il y a plus un rond, hein. Il y a plus Mais un rond, hein. Ouais. ouais, ouais, mais je pense que là, ils vont plus essayer de trade. Je n'ai pas regardé les free agents de l'année prochaine, mais Michael Bridges, il est libre, enfin, ou il est libre, ou il est en player option l'année prochaine. Et Randle, et comme on l'a dit, il est free agent, ou il est en player option l'année prochaine. Donc, tu peux te retrouver, avec l'effort financier de Brunson, tu peux te retrouver dans une situation où tu peux peut-être le trouver sur le marché des transferts, le marché des agents libres, ce gars-là. Donc je pense en fait ils ont blindé d'autres postes où on avait des vrais soucis. Parce que oui, RJ Barrett, je suis désolé, c'était assez, assez problématique. Et derrière lui, avant, c'était genre Reggie Bullock ou je sais pas qui. Bon,
t'es bien content là ce coup-ci d'avoir potentiellement le meilleur, je vais pas dire, enfin les meilleures ailes défensives de la ligue, quasiment. Surtout en plus quand tu connais l'appétence de Thibodeau pour ces profils-là. Mais pour moi, ça n'enlève pas qu'ils vont continuer à chercher ce profil de second ball handler. Parce que pour le coup, je suis d'accord avec vous que c'est un peu, je pourrais dire suicidaire, mais c'est très dangereux de ne miser que sur Brunson de ce côté-là du terrain pour créer, quoi. T'en penses quoi, toi, Paul? Ouais, moi je pense pas que ce soit un problème parce que de toute façon le profil 3&D en fait en a forcément besoin. Donc trade pour OG et trade pour Michael Bridges. Après, ce qui est sûr, c'est que vu la qualité des 3&D quand même que les Knicks avaient, le package était beaucoup trop gros. Maintenant, je pense pas que l'effectif en soi. Je pense que l'effectif est potentiellement suffisamment talentueux. Il y a un plancher suffisamment élevé pour aller au bout. Par contre, ça va jouer quand même sur des petits détails. C'est-à-dire que pour l'instant, si tu as Mitchell Robinson qui se blesse, le poste de pivot, derrière, il n'y a plus rien, quoi. Il y a Jericho Sims, mais bon, je ne sais même plus s'il est encore sous contrat. Mais Il est encore sous il y contrat. a, Ouais. il y a quand même un effectif qui est un peu bancal. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, de la perte d'Hartenstein, mais moi, j'ai Ouais, adoré sa saison. Et je trouve que c'est quand même une grosse perte. Et pour l'instant, en termes de joueurs qui étaient dans l'effectif, enfin, qui n'étaient pas dans l'effectif, le seul nouveau vraiment joueur qui aura beaucoup de temps de jeu, c'est Michael Bridges. Donc, il manque encore un truc. Après, ils vont peut-être essayer de le trouver sur des signatures, mais je pense évidemment pas que tu auras un pivot aussi talentueux, aussi fort, impactant que Hartenstein, quoi. Sachant non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, au début de l'été, après la signature enfin le trade de Bridges, les deux problématiques qui étaient identifiées, c'était le backup pour Brunson et le backup pour Robinson, ou le titulaire en fonction de ce que tu fais de Robinson. Et oui, Hartenstein, la perte, c'est assez. C'est vraiment très très dommageable parce que c'était un profil vraiment parfait. Après, je sais pas, il y avait pas mal de rumeurs de trade encore qui circulaient, notamment autour de Kessler. Je sais pas ce qu'ils vont demander Utah, je sais pas si ça va aller au bout, etc. Mais là, pour le coup, ça serait suicidaire de partir qu'avec Robinson en début de saison, hein, sachant à quel point il est injury prone, c'est très 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 dangereux. Et pour le poste de meneur backup, parce que c'était aussi un souci cette saison, c'est que Brunson, il avait vraiment personne sur qui se reposait, même pas un backup. Moi, j'avais vraiment envie de Kyle Lowry, mais bon, il a prolongé dans une équipe dont on parlera un peu plus tard. Et là, cette nuit, ça a signé Cameron Payne. Bon, autant dire que je suis pas très très optimiste, mais au moins il va remplir un rôle que personne n'avait l'année dernière, quoi. Ou Alec Burks. Mais bon, Alec Burks, c'est même pas un meneur, quoi. Donc bon, je suis pas très convaincu, mais ça va faire le minima pour la saison régulière, je pense quand même, quoi. Ouais, c'est-à-dire que dans le prolongement, je trouve qu'ils ont fait un choix enfin, je le trouve un peu trompeur en fait leur été. C'est-à-dire qu'il y a des noms ronflants qui sont arrivés sur les 4 derniers mois, notamment autour de Bridges et de Anunoby, mais tout ça c'est fait aux dépens de deux joueurs que pour l'instant n'as pas remplacés, qui étaient deux joueurs si tu prends le début de saison de l'année dernière, qui a quand même très très bien marché, hein. Alors, la première partie des saisons des Knicks de l'année dernière, elle marche quand même très très bien. Alors que Julius Randle avait la tête à l'envers. T'as toujours pas remplacé Quickly et tu as choisi de te mettre une balle dans le pied en n'ayant plus Hartenstein, même si au final, vu le prix qu'il a été Ouais, payé, tu pouvais pas. tu pouvais probablement Ouais, pas t'aligner. Non, mais c'est une réalité. Autant Quickly, je suis d'accord que c'est toi qui as fait ce choix-là. Hartenstein, il l'a vraiment dit lui-même que il a été prendre la thune, quoi. Et Quickly, tu peux ajouter que vu le prix, Il a été prolongé. Ouais. vu le prix qu'il a pris à Toronto, ouais, il a pris 30 millions. Il a pris 30 millions par an, ce qui est quand même largement en dessous, par exemple, de ce que a pris Anunoby, hein. Mais vu ce qu'a pris Quickly à Toronto, tu peux aussi te dire qu'effectivement, si tu tradais pas à RJ Barrett, de toute façon, tu pouvais pas signer Quickly, donc t'avais un cas de conscience. Alors moi, pour répondre à la question de Paul, j'ai trouvé effectivement, comme tout le monde, la saison dernière de Hartenstein incroyable. Pour moi, il était dans le top des pivots de la ligue. Tu vois, Ben, on parle de Kessler. Pour moi, mais Kessler, c'est très 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 en dessous d'Hartenstein. Kessler, il sort d'une saison de petit niveau. Il a perdu sa place à Utah, hein, qui quand même fait 12e de la conférence Ouest. Je suis tout à fait d'accord, mais là, on parle juste
de quantité de pivots plus que enfin, pour remplacer au niveau de la quantité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, en même temps, je pense qu'il n'y a pas 5 pivots qui ont fait une meilleure saison que Hartenstein. Et lui, il va se retrouver backup d'un pivot qui a peut-être fait une meilleure saison que lui. Donc, Ouais, mais je trouve que un élément qui était très très fort chez les Knicks, c'était cette double couverture du poste de pivot qui fonctionnait un peu comme un rouleau compresseur. Et notamment avec le rebond offensif, hein, dont on parle tout le temps pour les Knicks, et que cet élément-là était très important dans l'état de forme des Knicks et dans l'état de performance des Knicks. Et je pense que de le perdre, ce point-là, c'est vraiment à ne pas négliger. Et il faudrait un joli trade pour arriver à le récompenser. Typiquement, on avait parlé de Jalen Duren, j'y crois pas une seconde. Mais Jalen Duren, ça pourrait permettre de le compenser un peu. Kessler, il a pas ce profil de rouleau compresseur. C'est un pivot quand même assez lent. C'est pas le pivot le plus agressif du monde. Moi, je suis pas un grand fan de toute façon de Kessler. Donc, je suis assez inquiet à ce niveau-là. J'aurais adoré récupérer Claxton en même temps avec Bridges. C'est vrai qu'avec les 6 tours de draft que t'envoies, t'aurais pu imaginer, ouais. Bah, enfin, je sais pas ce que tu pouvais faire, mais je pense que pareil, Claxton, c'est un profil où, enfin, là, Brooklyn, ils vont devoir, enfin, il va pas rester éternellement dans un bourbier pareil vu le talent qu'il a. Je pense que je sais pas comment tu aurais pu arranger ça, mais ça aurait été incroyable de le récupérer parce que c'est un profil vraiment très intéressant. Paul, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit en vrai. Après, pour finir un peu sur les Knicks, moi j'ai beaucoup aimé leur draft. Les mecs qu'ils ont pris, Tyler Collex, c'était un de mes chouchous un peu de la saison NCAA. Dadier, je l'avais scouté un peu sur le tard, mais en fait j'avais beaucoup aimé. Et j'aime bien le fait qu'il ait un passé de meneur. Et Kevin McCullar, alors il était un peu attendu premier tour. Moi je trouvais que c'était un peu haut parce que j'ai quand même des vrais doutes sur le shoot, parce que la mécanique me fait vraiment peur. Mais finalement, le choper en 56, je trouve que c'est une bonne affaire. Donc, ouais, la draft des Knicks, franchement, parmi les équipes compétitives, c'est une des équipes qui s'en est le mieux sortie, selon moi. Après, bon, voilà, ça reste la draft, ça reste un peu de spéculation, mais le problème, c'est que t'as pas non plus, enfin, parmi ces mecs-là, t'en as aucun qui est un intérieur. Donc, tu vas encore choper des postes 1, 2, 3, qui peuvent, pourquoi pas, jouer 4. Mais au final, le poste de pivot, il est toujours un peu vacant derrière Robinson. Maintenant, je pense qu'il y aura toujours des potentielles petites offres en milieu de saison autour de la trade deadline où il y a un pivot qui va pas être en odeur de sainteté là où il est dans un effectif pas très bon. Donc tu vas pouvoir le prendre et ça fera le taf, je pense, en playoff. Mais tu as peut-être perdu un peu de ton identité, ouais, ça c'est sûr. J'ai un peu peur qu'il fasse confiance à Achiwa, qu'il aime beaucoup, et qu'il le re-signe et qu'il confie ce rôle-là à Achiwa, que moi je trouve pas à un niveau suffisant. Je pense aussi qu'on peut peut-être s'attendre à avoir pas mal de Randle en poste 5 avec Josh Hart en poste 4. Alors tu perds en couverture de cercle, mais par contre tu as de la défense extérieure de dingue. Tu vois, si tu fais un 5 Miles Bridges, Brunson, Bridges, Anunoby, Josh Hart, Julius Randle, tu compenses ton manque de présence intérieure, voilà, avec une très grosse défense extérieure qui permet de limiter l'accès au cercle. Et avec Josh Hart, tu arrives quand même à récupérer un peu, avec Josh Hart et Randle, tu arrives à retrouver ce côté très agressif sur le rebond offensif qui te permet de refaire un effet rouleau compresseur. Moi, je pense qu'il faut qu'il trade Randle, mais la vérité, c'est que en y regardant, je me dis que le seul moyen où c'est intéressant de trade Randle, c'est s'ils arrivent à avoir à la fois un backup meneur de qualité et à la fois un backup pivot de qualité. Parce que si tu n'as pas le backup meneur, alors si Brunson se blesse, t'es mort complet, parce que Randle est ton seul initiateur de jeu. Quand bien même c'est pas un grand initiateur de jeu, il a le mérite d'en être un. Et si c'est juste un meneur, bah là tu commences à être enfin c'est impossible parce que là t'as carrément plus de gants, donc ça n'arrivera pas. Donc je trouve ça pas évident, d'autant et après moi je conclurai là-dessus, si vous avez d'autres éléments à ajouter n'hésitez pas, mais d'autant que je ne crois pas moi personnellement à un McBride qui continuerait à progresser. Moi, j'ai l'impression qu'on est même déjà au-delà de ce qu'il est censé pouvoir produire, McBride, et je crois pas à plus, quoi. Notamment, je le crois pas initiateur du tout, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Je l'adore. Ouais, moi, je pense que le voir initiateur, enfin, en tout cas, pourquoi pas essayer un peu cette saison, mais prendre un vrai rôle de initiateur secondaire avec la seconde unit, ça me semble un peu
un peu précipité, mais bon, hein, il y a des joueurs qui se sont transformés quand on les a un peu jetés dans le bain, donc pourquoi pas, mais ça me semble un peu ambitieux si l'équipe vise le titre comme ça a l'air d'être le cas. On va être honnête, ça a l'air d'être un contender. Ça me semble un peu ambitieux, quoi. Paul, t'as pas l'air d'accord Ouais, sur moi, je suis plus McBride. haut que vous quand même sur McBride, je suis quand même plus haut que vous. Je trouve qu'il y a des flashs qui sont vraiment impressionnants. Alors, même en attaque, je veux dire, en défense, évidemment, c'est très solide, mais en attaque, je trouve que il y a de la manipulation de défense par moment, il y a une capacité à driver, à sanctionner loin. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut le mettre titulaire l'année prochaine, hein, à la place de je ne sais qui sur le poste 2, mais je trouve que en sixième homme, avec quand même une marge de progression, alors je pense, oui, ok, ça va peut-être pas devenir une star, un joueur comme ça. En tout cas, la proba est assez faible, mais je trouve qu'avoir un McBride en septième, huitième homme, derrière Brunson sur le poste de meneur, bah, il y a pas mal d'équipes en fait qui souhaiteraient. Et puis surtout, c'est une affaire de dingue niveau contrat, quoi. Alors, je pense que c'est un mec qui peut largement avoir le rendement d'un contrat entre guillemets à 15, 20 millions de dollars. En fait, le mec, il est payé que 4 millions sur les 3 ou 4 prochaines années. Donc, je trouve que euh, c'est une superbe affaire et je pense que je suis plus haut que vous sur McBride. Ouais. Je vois un espèce de meilleur sixième homme de la ligue assez. Alors, en tout cas, un des meilleurs sixième hommes de la ligue sous 1 ou 2 ans, je pense, Ah oui, minimum. effectivement, t'es beaucoup plus haut. À la limite, moi, je peux croire un peu en ses capacités de free and D. On a vu quelques bribes de shot making sur le pic, mais je sais pas, j'ai du mal à y croire. En fait, j'ai du mal à croire à son pull-up. Et j'ai vu tellement de joueurs sous Thibodeau de ce profil-là surperformer avec Thibodeau. J'en ai vu mais tellement. Nate Robinson, CJ Watson, enfin la liste elle est interminable que j'ai du mal à pas voir la même chose que ce que j'ai vu plein de fois avec McBride en fait. Mais bon après il va rester avec Thibodeau Ok. donc ça peut poursuivre hein, en soi. Thibodeau va Oui, rester là. et surtout, juste pour finir sur lui, et puis je pense en règle générale sur les Knicks, ça reste McBride potentiellement, hein, comme vous l'avez dit, 7, 8e option. Enfin, je pense 8e option, parce que 6 et 7e, tu auras soit Hart et Bridges, ou soit n'importe qui. Donc tu te retrouves quand même avec un banc très très solide, quand même si ça manque de certains profils, comme on l'a dit, notamment le pivot backup et un initiateur si tu t'aimes pas campaign comme moi. Euh, mais tu as quand même je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui rêveraient d'avoir ces profils-là quand même sur le banc, et notamment pour imprimer un tempo défensif qui, pour le coup, je pense, va être ingérable pour les équipes adverses pendant 48 minutes, quoi. Et que tu fais rentrer, enfin, tu sors Hart, tu fais rentrer Bridges, tu sors je sais pas qui, tu fais rentrer McBride et tout. Enfin, va falloir se les taper pendant 48 minutes, quoi. Ouais. Je pense que Ouais. Campaign a été pris dans l'espoir qu'il soit capable de refaire ce qu'il avait fait à Philly en 2021-2022, où en sortie de banc, il avait vraiment un profil. Il jouait tous les ballons, quoi. Il avait vraiment ce profil de je joue tous les ballons, je joue tous les pics. Ouais, C'était je pas mal du tout à la pense création. qu'il va pas mal jouer. Ouais, je pense que c'est lui qu'ils imaginent en créateur de sortie de banc derrière Brunson. Il jouait vraiment tous les ballons. C'était assez impressionnant à Phoenix pour le coup. Ouais. Bah, après, moi, je suis pas le plus grand fan, mais dans un dispositif où il se retrouve avec pas mal de minutes, où Michael Bridges prend un peu ses possessions au moment où Brunson est sur le banc, avec pareil McBride, lui et je sais pas qui, et potentiellement Randle qui reste sur le terrain quand il n'y a pas, comment il s'appelle, Brunson. Bah, je pense que c'est pas non plus le profil le plus horrible à avoir à ce moment-là, quoi. Mais par contre, oui, donc ça veut dire que tu te retrouves avec 3-4 options vraiment fiables sur le banc. Ça change pas la problématique du pivot backup, pour le coup, quoi. Bah, le truc, c'est que. En fait, Cameron Payne, si tu lui demandes de faire le dragster sur le pick and roll qui fait un écart et qui en fait profiter les autres, c'est un bon joueur pour ça. Le problème de Cam Payne, c'est ce qu'il avait l'année dernière au Sixers, c'est s'il joue dans un 5 trop faible et que du coup, il est obligé de faire aussi le scoreur. Et là, pour le coup, tu touches sa grosse limite qui est son shot making, qui est complètement irrégulier, qui peut être un soir bon et un soir catastrophique. Mais sur un rôle de dynamiteur sur le pic pour créer un premier décalage pour les autres, il est pas inintéressant, moi je trouve Campaign. C'est pas mon joueur préféré, hein, mais il est pas inintéressant, je trouve. Là-dessus. Ça fera le taf, quoi. Comment? Ça fera le taf en sortie de banc, en régulière, en playoff. Je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu, mais en régulière, ça ira, quoi.
Je pense qu'il a bien le profil, tu vois, sur une blessure Jalen Brunson pendant 15 jours à Thibodeau qui lui met 38 minutes et où ça limite Ouais. la casse, tu vois. Où il arrive à avoir un énorme Ouais, voilà. volume et à limiter la casse. Ouais. Je pense là-dessus ça peut être intéressant. On conclut là-dessus sur les Knicks et je vous propose qu'on passe à OKC, sauf si vous avez un dernier mot à dire sur les Knicks. Non, c'est bon. Champion 2025. Ouais, d'accord, allez, on se rappelle. Et on passe à Paul sur OKC Thunder. Je te laisse la main, Paul. Alors, le Thunder était mouvementé aussi, avec pour moi 3 éléments importants. Le trade de Caruso pour Giddey, la signature d'Hartenstein et la draft d'OKC. Donc, sur le trade de Caruso pour Giddey, honnêtement, je trouve qu'avoir lâché Giddey, c'était évidemment le bon choix à faire. C'est-à-dire, quand tu vois ces playoffs, moi je trouvais honnêtement que sur les playoffs, c'était un des pires défenseurs qu'on a vu cette année en playoff. Donc, alors, en attaque, le problème avec Giddey, c'est qu'il est aussi pas vraiment régulier, c'est-à-dire qu'il a une bonne vision du jeu, mais en fait, le flotteur, il rentre un match sur 2, les 3 points aussi. Donc, voilà, en attaque aujourd'hui, il a pour moi, à partir des demi de conf, parce que c'est vrai que son premier tour était solide, à partir des demi de conf, tu sais pas vraiment quel impact il va avoir, et je pense qu'à l'heure actuelle, il a un impact négatif, quoi, global, des deux côtés du terrain. Donc, je pense qu'il fallait se débarrasser de Giddey, drafté en 6 ou 7, je sais plus, devant Franz Wagner. Donc c'est quand même un petit aveu d'échec de la part de Sam Presti. Donc ils ont pris Caruso, qui est, je pense, un top 2, top 3 défenseur extérieur, point of attack de toute la ligue. Donc bon trade pour moi, surtout qu'ils n'ont pas envoyé de pick. Après, le problème avec ce trade, c'est qu'ils n'ont pas réglé le problème du spacing, parce que je trouve que même si Caruso, il a fait une saison très solide à 3 points l'année dernière, bah, on n'a pas non plus 4 saisons hyper fiables d'un Caruso qui met ses 3 points en régulière et dans les playoffs, parce que finalement, les playoffs, si je dis pas de bêtises, ça fait 2 ans qu'il les a pas joués. Et en 2021-2022, il a fait que le premier tour. Donc, quelques petits trucs à dire quand même sur, en tout cas vraiment positifs sur le trade de Caruso, parce que finalement en défense tu peux potentiellement avoir un 5 mais complètement taré avec Shai, Caruso, Dort, Hartenstein ou J-Dub avec Shed, enfin c'est n'importe quoi. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais bon trade, mais ça règle pas non plus tous les problèmes d'OKC quoi. Je prends la main, Ben, là-dessus. Ouais. Non, bah, J'ai dit je prends la main, je disais, je te Ah oui, propose déjà. j'avais pas compris ce que tu. Non, t'inquiète. Alors, moi, c'est intéressant comme sujet. Moi, quand j'ai vu les trades, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et en préparant l'émission, j'ai regardé dans le détail un peu. Et en regardant dans le détail, je me suis dit, eh ben en fait, j'y comprends pas grand-chose à ces trades d'OKC. Je comprends l'opportunité de marché, d'aller chercher des joueurs qui te donnent un up de valeur. Parce qu'aller chercher Hartenstein, c'était le meilleur pivot disponible, donc c'est intéressant. Aller chercher Caruso pour Giddey, c'est intéressant, parce que Caruso a un profil, a une valeur de joueur qui est très intéressante. N'en reste que, en gros, avec Caruso et Hartenstein, tu ajoutes de la défense, tu descends ta création et tu descends ton spacing. Or, qu'est-ce qu'on a vu de OKC durant les playoffs? On a vu la meilleure défense des playoffs. Il n'y avait aucun problème défensif. Leur défense marchait excessivement bien. Par contre, on a vu rebond quand même. Il y a un sujet au rebond. Effectivement, Hartenstein va t'apporter cette partie au rebond. Mais enfin, ils ont quand même le meilleur def rating derrière Orlando. Mais bon, Orlando a joué contre les Cavs, ce qui était dégueulasse. Mais ils ont quand même le meilleur def rating derrière Orlando des playoffs. Et ça vient confirmer leur très bonne saison. Je crois que c'était 2e au def rating ou 3e de la saison régulière. Ouais. Donc, il n'y a pas de sujet de défense pour OKC. Le vrai sujet qu'a eu OKC pendant les playoffs, c'est la fiabilité au tir, qui en fait est venu percuter leur projet de jeu. Leur projet de jeu d'isolation, création pour n'importe qui et shoot à 3 points de tout le monde. Et qui n'est valable qu'à partir du moment où tout le monde est dangereux. Le problème qu'ils ont eu, c'est Dort et un peu Holmgren, notamment contre les Mavs qui n'ont pas mis dedans. Et là, tu viens rajouter Caruso. Caruso, je trouve qu'il a bien le profil à la Dort, que tu vas laisser, qui peut avoir une belle saison, mais que tu vas quand même pas complètement respecter. Tu vois. Alors peut-être qu'il mettra dedans, mais ça reste une pièce en l'air. Et alors, je reviendrai après sur Hartenstein. Mais déjà, moi, il y a ce premier point qui m'étonne quand même franchement. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, non, mais je vous rejoins tous les deux. En fait, vous dites un peu la même chose en appuyant un peu plus sur le côté négatif. C'est que tu améliores ton point fort et tu n'améliores pas forcément, voire tu régresses. Alors là, il faut juste comparer Guidi et Caruso au shoot, mais bon, c'est un peu la peste ou le choléra, quoi. Donc tu restes sur le même niveau sur tes points négatifs. Donc à partir de là, faut voir si tu modifies un peu ton plan de jeu. Est-ce que tu mises encore plus sur certains joueurs, dont certains que tu as re-signés avec Isaiah Joe et je sais plus c'est qui le deuxième qui a été re-signé, Wiggins. Wiggins, Wiggins. ouais. Voilà, est-ce que tu planifies de miser encore plus sur eux? J'avoue que je ne sais pas trop me positionner également sur les premiers moves qu'on a évoqués là. Et C'est intéressant, ouais. ouais, Ben. Et du coup, le Ouais. deuxième move, vas-y. Non, 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 vas-y, Paul, vas-y. Ouais, du coup, le deuxième move, c'est Hartenstein. Donc, bah, alors, moi, je pense que sur le papier, on se dit, tiens, c'est un pivot. En fait, finalement, vu que le projet, c'est Chet, ça va être le pivot backup. Mais moi, je pense que vis-à-vis de la configuration d'effectifs, le fait que tu as quand même beaucoup investi sur Hartenstein, tu vas pouvoir mettre. Je pense que je serais pas du tout surpris qu'on ait. Alors, peut-être pas sur des grosses séquences par match, mais peut-être 4-5 minutes par match sur des séquences de Hartenstein et Chet dans la raquette. Parce que je pense que les deux, alors Chet, il t'apporte quand même du spacing, et je pense que Hartenstein est quand même suffisamment technique, et il a un bon passing pour profiter un peu du spacing dans cette équipe. Donc je pense que ça va pas être vraiment négatif, je pense, sur le terrain. Et puis défensivement, c'est quand même un sacré duo. Le problème, c'est si tu arrives en playoff et que tu te rends compte que tu as toujours les mêmes besoins au niveau spacing, tu vas peut-être te dire, en fait, non, on peut plus mettre Hartenstein poste 4 à côté de Chet, ou Chet poste 4 et Hartenstein poste 5. Donc au final, tu vas avoir un Hartenstein à qui t'a donné 30 patates l'année, qui va jouer peut-être 15 minutes par match, parce qu'en fait, tu seras un peu obligé de donner à Chet 33 minutes par match, quoi, dans une série. Ouais, effectivement, il y a cet élément, et puis il y a le fait que c'est un non-shooter, quoi. Enfin, le OKC a construit son projet depuis 2 ans maintenant sur le fait de n'avoir que des shooters dans le 5 pour jouer en 5-out. Le projet progresse et avance, et l'efficacité, notamment offensive, elle est principalement basée là-dessus. Moi, je trouve que. Alors, je me trompe toujours entre les noms, mais c'est Jaden Williams, du coup, le poste 5. Ou Jaden Jalen. Williams. Jalen. Moi, j'ai trouvé pendant longtemps qu'il était un peu insuffisant, et j'ai trouvé qu'il a bien fini la saison, hein. Moi, je trouve que c'est un mec qui progresse et qu'il a bien terminé la saison. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que tu ne joues plus avec lui, donc c'est que tu joues plus en full 5-out. Donc, toi qui étais une équipe qui était très très forte en 1 contre 1, 5-out pour créer des décalages, maintenant tu vas devenir une équipe de pick. C'est ça l'idée? Shai qui n'a pas besoin de pick, tu vois, Shai il est incroyable sur la création d'un contre 1. Tu vas lui faire des picks avec Hartenstein, peut-être que ça va super bien marcher, mais peut-être que ça va pas marcher. Shai il a jamais joué du pick, ça n'a jamais été un joueur de pick. Donc c'est là où moi j'ai un peu de mal à comprendre la logique. J'ai l'impression qu'ils viennent revoir leur mode de fonctionnement qu'ils ont construit depuis 3 ans, d'un coup, sans trop de raison, quoi. Je capte pas trop l'idée. Ouais, bah j'avoue que bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus parce que je suis assez d'accord avec toi. Après, comme on l'a dit, c'est dur, on leur aurait reproché de pas saisir les opportunités aussi, quoi. C'est-à-dire que si on avait entendu parler s'il y avait des rumeurs qui étaient sorties sur le fait qu'ils pouvaient se débarrasser de Guidi et récupérer Caruso d'un côté, plus ils avaient largement la place pour signer Hartenstein et que tu le fais pas, possiblement on peut se questionner sur le front office à ne pas faire ces moves s'ils ne les avaient pas fait. Donc c'est vrai que c'était Ouais. un peu, ça semblait un peu des obligations, quitte à mettre un peu d'eau dans ton vin, dans ton projet, parce que enfin on l'a évoqué, mais là tu te retrouves vraiment avec une défense euh, exceptionnelle, quoi. Donc il y a toujours Ah ouais. il y a toujours ce dosage entre encore améliorer tes points forts ou est-ce que tu préfères compenser tes points faibles. Enfin
faut savoir doser ces points-là et on verra si il a bien fait ou non. Il a bien fait ou non, pardon. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que finalement, quand tu regardes finalement joueur pour joueur, bah, quand tu passes de Jalen Williams en pivot backup à Hartenstein, c'est quand même une énorme upgrade. Et dans le 5, tu remplaces Guidi par Caruso, pardon. C'est pareil, c'est une énorme upgrade. Donc le plancher est vraiment plus haut. Après, je pense qu'en playoff, et notamment dans la série contre les Mavs, enfin, surtout dans la série contre les Mavs, parce que contre les Pels, il n'y avait pas grand-chose à redire, on a vu quand même pas mal de problèmes en attaque, et notamment sur ce 5-out. Parce que même s'ils avaient un 5-out, ils ont quand même eu du mal en fait à se créer des drives. Parce qu'en fait, le 5-out n'était pas très bien utilisé. C'est-à-dire qu'ils mettaient Chet en fait sur le slot, donc un peu sur l'aile. Et en fait, bah, le pivot qui défendait sur Chet pouvait vraiment aider sur les drives de Shai. Donc, ils ont vraiment pas vraiment, je trouve, fait des choses suffisantes avec leur 5-out. Donc, ils vont peut-être un peu sortir de cette identité. Alors, pas complètement, évidemment, on verra encore du 5-out, mais ils vont peut-être un peu sortir cette identité et avoir d'autres schémas de jeu. Parce que je trouve que contre les Mavs, c'était quand même très stéréotypé, où si on donnait la balle à Shai ou à J-Dub pour que eux créent de leur côté, et on espère que les Dort et compagnie mettent leur shoot. Donc, on verra. Après, moi, je pense qu'il y a quand même toujours un sujet sur ce poste 4. C'est-à-dire que, OK, ils ont pris Dillon Jones à la draft. Je l'ai pas scouté. J'ai pas vraiment d'avis sur le gars. Donc, je pense qu'il pourra jouer poste 4, mais plus dans une vraiment fin de deuxième rotation ou troisième rotation. Donc, il y a encore ce poste 4. Alors, ouais, OK, Caruso, il peut défendre sur des postes 4. Il l'a montré. J-Dub aussi. Mais ouais, en termes de spacing, moi, j'aimerais bien qu'ils aillent, pourquoi pas, se mettre sur un Markkanen, par exemple. Où c'est un poste 4 qui prend des rebonds et qui space, qui a un shoot vraiment assez incroyable pour sa taille. Et puis, c'est pas comme s'ils n'avaient pas de marge de manœuvre avec tous les pics. Donc, je pense qu'il y a encore un sujet sur ce poste 4, parce que pour l'instant, je trouve que c'est pas suffisant. Maintenant, c'est sûr que sur les autres postes, tu as de la défense, tu as quand même du shot-making, même si c'est pas non plus incroyable. Et on verra bien, ouais. Alors, pour revenir sur les trois sujets, sur le premier, sur est-ce qu'il fallait qu'il bouge cet été, je rappelle quand même qu'à la fin de cette année, ils n'ont aucun joueur à re-signer. Donc, tous les joueurs avaient encore des contrats qui couraient sur l'année 2025-2026. Donc, tu étais parfaitement en capacité d'attendre, de te laisser un peu de temps pour voir si tu avais un joueur qui collait plus à ton projet. Donc, j'ai tendance à mettre un peu de côté cette idée qu'il fallait qu'il bouge. Parce que souvent, quand tu bouges comme ça, c'est pas tant parce qu'on va te reprocher de pas avoir bougé. C'est plus parce qu'en fait, à la fin d'année, tu as un gros contrat. Typiquement, Jalen Williams qui arrive en fin de contrat dans 2 ans. Tu as un gros contrat à signer et tu sais que tu pourras plus bouger. Donc, du coup, tu le fais à ce moment-là. Ça, je le mets un peu de côté parce que c'est pas la réalité de leur masse salariale. Là, il y a un point que tu touches, Paul, qui est super intéressant, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est la question de leur identité de jeu. On le dit là au travers de ce qu'on évoque, c'est est-ce qu'ils n'ont pas envie de bouger leur identité de jeu? Moi, je pense qu'effectivement, un des constats du play-in de l'année dernière et des playoffs de cette année, c'est que je pense qu'ils se posent la question si leur identité de jeu, elle est fonctionnelle en playoff. Ce truc-là de laisser de la création un peu à tout le monde en 5-out et d'attaquer le moins bon défenseur a très bien marché en saison régulière est quand même adapté au fait que tu tombes face à des équipes, en saison régulière notamment, qui ont des points à cibler. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Paul. Pendant les playoffs, ce système de jeu n'a pas fonctionné. Et tu parles des Mavs, mais tu peux parler des Pels. Contre les Pels, ils gagnent pas en attaque, ils gagnent en défense. Ils gagnent parce que défensivement, ils sont excessivement forts. Mais offensivement, ça fonctionnait pas trop ce système-là. Et c'est pour ça que je me demande si... En fait, c'est pas un marqueur d'un petit shift chez eux qui est de changer un peu cette identité de jeu, de responsabiliser peut-être encore un peu plus Shai et J-Dub, tu vois, et de baisser un peu la responsabilisation, notamment à la création de joueurs qui sont pas faits pour créer de base. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je me demande quand même si ça nous traduit pas ce shift et si on va pas avoir l'année prochaine une équipe d'OKC fondamentalement différente. Enfin, ça sera peut-être pas très marqué, mais qui dans ses fondements de jeu diffère de ce qu'on a vu lors des 2 dernières années. Et donc... Vas-y, Ben. Ouais, je savais pas si tu y allais. Alors, moi, pour cette partie identité de jeu, honnêtement, ouais, c'est dur de se projeter, mais en tout cas, les profils qu'ils ajoutent sont vraiment différents de ceux qu'ils ont déjà. Donc, c'est vrai que la question va se poser. Juste pour revenir sur ton premier point, Ben, je suis
pas tout à fait d'accord avec cet aspect ils avaient encore du temps devant eux, fallait pas forcément bouger. Moi, au contraire, suis dit, ils ont du temps devant eux, pourquoi ne pas bouger, quitte à rebouger les prochains si tu vois que l'incorporation ne prend pas. Tu auras toujours ton noyau dur de joueurs. Je pense que c'est le moment de tenter de modifier un peu ce qu'il y a autour de tes 2-3 gros joueurs, donc notamment le trio Chet, Williams et Shai. Tu construis un peu autour, tu vois ce qu'il y a, tu vois ce qui fonctionne. Et s'il faut que tu rebazardes des trucs l'été, Hartenstein, il trouvera un point de chute s'il faut. Pareil pour Caruso. C'est pour ça, moi, je pense que c'était le bon moment de tenter ça. Et la question qui va venir, c'est est-ce qu'ils sont prêts à modifier leur identité pour intégrer ces joueurs-là? Et de toute façon, ils vont être obligés de le faire. Sinon, ils auront fait des investissements tu pour files rien. pas 30 patates à un mec pour pas la bouger, hein, de toute façon. Enfin, pour pas, Oui, pour pas être adapté à ce qu'il fait, quoi. Je suis assez d'accord. Mais après, ils avaient un trou salarial qu'il fallait remplir aussi, quoi. Oui, mais il aurait Donc, pu être rempli différemment. Le fait est qu'ils ont pris lui, donc c'est qu'ils vont l'intégrer, oui, ils vont non, mais pouvoir bien moins sûr, l'intégrer. oui. Tu files pas, ils ont filé Oui, 90 non, mais oui. millions, tu les Sinon, files fallait pas le pour laisser rien. à New York. Hein. Putain, dégoûté. Et sur le dernier élément, juste sur le poste 4, je pense que Paul, je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, c'est le point positif un peu de ces mouvements-là, c'est que finalement, probablement que celui qui va jouer le backup poste 4, qui va être en rotation sur ce poste 4, c'est peut-être probablement chez Tom Green qui va combler ce trou. Il n'y a peut-être pas forcément besoin d'en chercher un, parce que j'ai du mal à imaginer que Jalen Williams n'ait plus du tout de temps de jeu. Ça me paraît très surprenant. Et donc tu pourrais imaginer qu'en fait, tu vois, la rotation sur l'intérieur, elle tourne à 4 autour de J-Dub, de Jalen Williams, d'Isaiah Hartenstein et de Chet Holmgren, tu vois. Ça me paraît être possible. Ouais, c'est sûr, on aura des séquences avec Chet en 4, ouais, ça c'est sûr. Vas-y, ouais. Ouais, dernière petite chose, c'était peut-être aussi juste pour lancer Paul, parce qu'ils avaient quand même un haut choix de draft OKC. Ça apporte quoi Topic là-dedans, toi qui a un peu plus Il suivi, est blessé, je crois, Topic. qui a même largement plus suivi que moi les prospects. Bah, Topic, en fait, il s'est blessé cette année, il a eu une grosse blessure aussi dernièrement, donc je pense que par rapport à l'année prochaine, je serais pas étonné qu'il le fasse, mais vraiment pas jouer. Alors peut-être en fin de régulière pour le relancer un peu niveau rythme et pour le faire plaisir, et parce que je pense qu'ils auront un tel plancher en termes de win, même dans la conférence Ouest, que ouais, je pense que aller peut-être en mars-avril, il jouera sur des séquences. Moi, j'aime beaucoup le profil de Topic. Je trouve qu'un joueur aussi bon sur drive et aussi bon playmaker a forcément énormément de valeur. Alors, dans mon board, moi, je l'avais chez les Spurs, je l'avais en 4. Donc, mais je comprends qu'il soit parti en 12 hein, à cause des blessures, à cause des doutes un peu sur le foot. Parce que ouais, les 3 points ne sont pas rentrés cette saison, mais par contre, je trouve qu'il y a quand même un truc hyper rassurant, c'est son adresse au lancer. Donc, j'aime beaucoup le profil. Je trouve que c'est un joueur qui c'est vraiment un bon basketteur, un peu dans le côté, tu sais, les joueurs un peu yougoslaves là, qui sont très techniques, balle en main et tout. Il fait 2 mètres à peu près. Donc, je pense que tu pourras le faire jouer sur des séquences à terme sur les postes 2-3. Après, je pense qu'ils le prennent parce que Sam Presti, en fait, il se dit, c'est forcément une grosse valeur ajoutée dans un potentiel futur trade. Donc, je serais pas étonné qu'il s'éternise pas au KC. Et je serais pas étonné non plus que s'ils se rendent compte que Isaiah Joe, les Cason Wallace, Isaiah Joe, Wiggins, peut-être que finalement c'est un peu plafonné. Et ben ils se disent, bah tu sais quoi, on responsabilise sur les prochaines années Nicolas Topic en sortie de banc, parce que je pense que ça peut largement être un 6e homme en NBA. Après, un 6e homme dans une équipe compétitive tout de suite, j'ai encore quelques doutes. Mais ouais, je pense pas qu'on le verra beaucoup l'année prochaine. Je pense que c'est un choix qui est intéressant parce que voilà, Sam Presti, il a tendance quand même à prendre tous les joueurs un peu, les plus talentueux à leur place. Et ça va vraiment dans l'identité des joueurs qu'il a pris dernièrement entre les J-Dub, les même les Shai qui étaient dans un trade. Mais voilà, donc c'est un peu dans cette identité-là. Maintenant, la draft d'OKC, ouais, elle est en accord avec leur identité. Donc, je sais pas trop quoi penser. Je trouve qu'ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu aussi trade ce pick 12. Moi, je pense qu'il fallait le trade. C'était le bon moment. Après, le fait que Topic soit là, ça me dérange pas tant que ça parce que je trouve que c'est quand même une très belle opportunité à ce pick-là, quoi. Moi, en complément sur Topic, moi je l'avais même en numéro 1 de mon board à un moment donné dans l'année.
C'était sans doute un petit peu haut. Ce qui est très intéressant, je trouve, autour de Topic, c'est qu'ils ont pris l'année dernière Micic pour justement avoir un playmaker de pick and roll à avoir déjà, parce qu'ils n'en avaient pas. Ils ont fait le constat durant l'année, mais je pense que c'était aussi lié au fait que Micic a jamais réussi à mettre ses tirs sur le pick, ce qu'il a beaucoup plus réussi à faire à Charlotte, mais qu'il n'arrivait pas à mettre ses tirs sur le pick. Ils l'ont tradé alors qu'ils lui ont donné du temps de jeu, qu'il était très apprécié. Et que mine de rien, le jeu d'OKC marchait plutôt bien quand Micic était là. Et je trouve que le fait de prendre Topic, tu vois, il y a un prolongement. C'est pas du tout parce qu'ils sont tous les deux serbes, mais plutôt parce que c'est des bons manipulateurs de défense. Enfin, Topic a ce côté manipulateur de défense qui est pas mal. Il a quand même un truc qui émerge sur le pick and roll, qui devrait lui permettre d'être un joueur de pick and roll. Imaginons qu'à terme tu veux jouer avec Isaiah Hartenstein. Alors après, il y a une petite question quand même de timeline. Hein. Mais devrait pouvoir jouer à terme avec Hartenstein. Et je trouve qu'il y a un sens, tu vois, à tout ça. Ils ont tenté Micic pour avoir un joueur de pick, ça n'a pas marché. Et ben ils retentent le coup avec un deuxième, quoi. L'impression que j'ai un peu. Ouais. Je trouve que il y avait un joueur qui me paraissait un peu plus logique de prendre chez eux. Mais après, cette année, j'ai pas énormément regardé la NCAA, mais c'est vraiment juste sur le profil. J'étais un peu étonné qu'ils prennent pas Dalton Knecht. Un peu étonné. Qui, je trouve, pouvaient rentrer dans leur profil de shooter. Tu vois, après, ils ont déjà Isaiah Joe, mais je trouve que ça aurait eu du sens. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça aurait eu du sens. Ouais, je trouve qu'ils sont assez chargés sur les postes 2-3, mais après, ouais, Connect, il a un vrai shoot, donc ça aurait fait du sens. Mais je trouve le choix Topic, je trouve que c'est mieux de faire le choix Topic en 12 que le choix Connect. Dans la timeline un peu du Thunder, qui est certes dans du win now, mais qui aura besoin de ce côté vraiment... ok, donc si jamais on n'a pas de temps de jeu à donner à Topic, on sait qu'il aura quand même une valeur sur le marché, quoi. Oui, et puis ça, tu peux, c'est entendable que Topic avec Shepard, c'est les deux mecs les plus talentueux de la draft. Et quand t'arrives en 12 qu'il y a toujours Topic, ok, là sa blessure, mais au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. Sur une draft faible comme ça, pouvoir avoir Topic en 12, c'est un peu miraculeux quand même. Donc, Ouais, je trouve aussi, ouais. Donc bon, ça fait sens quand même. Vous voyez d'autres éléments, les gars, sur OKC, ou est-ce qu'on passe de notre dernier sujet, les Moi, j'ai Philadelphia des petites questions Ouais. à vous poser. Est-ce que si jamais il doit y avoir un trade, alors je serais pas étonné qu'il y ait du Kenrich Williams ou du Ousmane Dieng qui soit mis dans le trade. Est-ce que vous voyez Presti mettre des Isaiah Joe, Aaron Wiggins ou Kayson Wallace un peu dans le trade? Parce qu'on sait que Shai, J-Dub, Shed, ça bougera pas. Mais est-ce que parmi un de ces trois mecs-là, alors ils ont prolongé, donc je pense que ça se fera pas tout de suite, mais est-ce que par exemple à la deadline, il pourra mettre un de ces mecs-là ou vous les voyez quand même pas bouger là sur l'année prochaine? Ben, tu vas ou je me lance? Comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Alors, Kayson Wallace, à ce stade, j'y crois pas du tout qu'il le bouge parce qu'il a fait une très bonne saison de rookie et que il a quand même apporté des vrais trucs l'année dernière. Hein. Kayson Wallace, et je pense plus que ce qu'on attendait. C'est quand même un haut pic en plus, donc ça me paraît tôt. Puis il est encore sur un contrat rookie pendant 3 ans, donc avec le nouveau CBA, ça me paraîtrait étonnant. Faut voir ce qu'il peut avoir en contrepartie. Isaiah Joe, je suis plus en doute. Je pense pas du tout qu'ils ont envie de le trade, mais je pense qu'il a une vraie bonne cote, Isaiah Joe. Parce que c'est quand même un des meilleurs shooters de la ligue. Hein. Et un des meilleurs joueurs de pick de petit de la ligue. Et que dans le jeu NBA aujourd'hui, il y a tellement de coachs qui cherchent des joueurs de fake screen comme ça, qui donnent tellement d'espace. Et il est très très bon là-dessus. Aaron Wiggins, j'étais même surpris qu'il le prolonge. Je suis pas un grand fan moi, donc Aaron Wiggins, je pense que s'ils peuvent le trade, ils le trade, ouais. Ok, d'accord. Ouais, bah, moi je suis plutôt aligné avec cette idée que je pense que ça peut plutôt partir dans des packages en fonction de ce que ça propose en face. Donc oui, ça m'étonnerait pas. Après, la question c'est vraiment cette année. Est-ce que si tu es premier de la conférence Ouest, que tu as 5 victoires ou 7 victoires d'avance sur le deuxième, est-ce qu'à la trade deadline, tu prends le risque de tout refaire péter tout faire péter, ou au moins enlever 2-3 éléments de ton roster pour intégrer un joueur, même si c'est un très bon joueur. Je sais pas s'ils prendront ce risque cette année, parce qu'on l'a évoqué aussi. Ils sont dans une timeline qui vient juste de commencer. Ils n'ont pas de re-signature à faire l'été prochain.
Ça se trouve, le move, tu le fais pas à la trade deadline 2025, mais tu le fais à celle de 2026, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas, mais je pense pas qu'ils vont le faire pour autant. Ok. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense un peu comme toi que Cason Wallace c'est le plus talentueux des trois, donc je pense pas qu'il va bouger. Je pense que Isaiah Joe, de par la qualité de son shoot, il a un profil quand même assez rare en NBA, donc c'est pareil, je pense que ça bougera pas. Et je trouve que c'est un défenseur très sous-coté, notamment on-ball, où il y a des séquences en saison régulière qui étaient vraiment impressionnantes. Ensuite, Aaron Wiggins, moi j'ai énormément aimé sa saison. Maintenant, je trouve que niveau shot making, c'est quand même pas du niveau de Cason Wallace ou d'Isaiah Joe. Il a quand même moins de talent. Donc je pense que si ça me précise, parce qu'on sait qu'il est vraiment amoureux de ses pics, il a pas trop envie de donner un pic assez lointain parce qu'il se dit il y a encore de la valeur, voilà. Je serais pas étonné, ouais, que tu mettes Aaron Wiggins, mais vraiment pas tout de suite Isaiah Joe et Cason Wallace. Ouais, ça fait sens. Je pense qu'aussi avec le nouveau CBA, il faudrait qu'on en parle peut-être, mais j'en parlais avec un ami récemment qui me faisait une comparaison du nouveau CBA avec le CBA de la NFL, où dans ces CBA-là, avec les aprons, en fait, les pics ont beaucoup d'importance. En fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que en NFL, soit tu as un gros quarterback que tu récupères à la draft et pendant son temps de rookie, tu l'entoures de contrats assez hauts avec lui, soit tu fais l'inverse, à savoir que ton quarterback à un moment donné, il devient dans son prime, tu lui mets un gros contrat et tu l'entoures de rookies intéressants et qu'on pourrait voir le même phénomène. Faudrait que j'approfondisse ça peut-être d'une autre façon au travers d'un article, mais peut-être que ces pics de draft, peut-être que le nouveau CBA va redonner beaucoup de valeur aux pics de draft pour le coup, et que quelqu'un comme Presti l'anticipe un peu et a pas forcément trop envie de bouger. Je regardais là rapidement leur effectif. Pour moi, il y a 8 joueurs qui sont lock. Donc ça laisse encore 2 postes possibles, tu vois, pour une rotation où on peut attendre des trades peut-être dans l'année. Pour moi, les 8 joueurs qui sont lock, c'est SGA, Hartenstein, Dort, Holmgren. J'ai quand même compté, je crois, Isaiah Joe, Alex Caruso, Cason Wallace, Jalen Williams. J'ai pas compté Jalen Williams. Donc voilà, pour moi, ça fait 8 joueurs que je ne vois pas bouger. T'as raison, s'il y a une bonne offre, Isaiah Joe pourrait bouger. Mais le reste, pour moi, ça peut bouger. Ils peuvent refaire un coup à la Gordon Hayward comme ils ont fait lors de la dernière trade deadline, mais avec peut-être un joueur de meilleure qualité, quoi. Ça n'a pas marché avec Hayward, ça arrive. Mais avec un joueur de meilleure qualité, sachant qu'ils sont 22 millions en dessous du salary cap, je crois. Non, ils sont Lucas Non, Rhys. ils sont à 161 millions, je crois. Ouais, donc ils ont encore de la marge, je crois. Donc 10 millions en dessus. En fait, ils sont 10 millions en dessous de la C'est luxury ça. tax. Ouais. Après, du salary cap, je sais pas. Mais... Non, mais c'est ça. Et par contre, ils sont encore 28 millions en dessous du first apron. Et je sais pas s'il leur reste des trades exception, des choses comme ça. Donc je pense qu'ils ont de la marge encore. Enfin, ils ont un peu de marge de manœuvre pour bouger, Ouais. pour le coup. Donc on pourrait peut-être le voir. Messieurs, est-ce qu'on passe au Philadelphia 76ers ou est-ce qu'on a un dernier truc à dire sur OKC? Allons-y. Alors, nos chers amis de Philadelphie, ne serait-ce pas l'équipe qui finalement a fait le plus de mouvements durant l'été, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'arrivées? Je vais essayer de vous les résumer. Je reprends ma petite fiche sur les Sixers avec la principale arrivée qui était l'arrivée de Paul George, après les départs de Nicolas Batum, de Tobias Harris, de Mo Bamba, de D'Anthony Melton, de Buddy Hield, de Paul Reed et de Cameron Payne. Donc niveau départ, on a quand même à minima 4 joueurs qui avaient une vraie part dans la rotation, même si Buddy Hield a peu joué en playoff. Et finalement, D'Anthony Melton aussi. Mais on va dire, il y a Nicolas Batum, Tobias Harris, D'Anthony Melton et Buddy Hield qui étaient une part importante du projet, qui sont partis. On peut ajuster à ça Paul Reed, qui était quand même le backup pivot, Mo Bamba qui avait peu de temps de jeu et Cameron Payne qui avait un peu de temps de jeu quand même. Donc là, on est vraiment sur des grands mouvements côté Sixers, comme c'est si bien le faire le GM dont j'ai mangé le nom, si vous pouvez me le rappeler. Le GM des Sixers, c'est l'ancien GM de Houston. Daryl Morey, exactement. Et niveau arrivée, on a donc Paul George sur un contrat complètement délirant, on en reparlera peut-être. Mais ce qui a été assez intéressant, c'est ce qui s'est passé derrière Paul George. André Drummond est devenu le backup pivot de Joel Embiid. On en parlera, je pense que c'est un cas intéressant. Mais surtout Eric Gordon, Caleb Martin. Et ils ont réussi un joli coup en re-signant Kelly Oubre. Le premier élément... Oui. Juste une seconde, je me permets de rajouter, ils ont aussi prolongé Tyrese Maxey cet été, je crois. Et ils ont prolongé Tyrese Maxey, tout à fait. Tyrese Maxey est toujours qui là. est quand même important. Le Most Improved Player of the Year, si je dis pas de conneries.
C'est lui qui a eu le MIP. Mm. crois. Il me semble. Je sais plus, j'ai un petit doute. Premier sujet qu'on peut aborder, messieurs. En fait, le replacement du troisième homme. On passe de Paul George à Tobias Harris. Sur le papier, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, même si je pense qu'il y a un certain nombre de compromis que tu bouges. Tobias Harris avait la particularité d'être un joueur qui était quand même assez propre, assez collectif et peu demandeur de ballon. Là où Paul George, à l'inverse, a un jeu un peu plus à risque, un peu plus individuel et qui pour le coup demande pas mal de balles. Donc ça va poser une question qui est comment vont se répartir les tickets de shoot, ce qui était très arrangeant avec Tobias Harris et qui demande rien. Alors Paul George a un peu ce profil-là, mais enfin bon quand même. Paul George, pour rappel, la saison dernière sur les forwards, il est quand même 95e percentile au usage. Donc il faut quand même lui confier un petit peu la balle à Paul George. Et depuis 2018-2019, il n'est jamais descendu en dessous du 95e percentile au usage. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup le ballon. Donc il va falloir quand même lui donner un peu la balle. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage de Tobias Harris à Paul George ? Alors, je pense que vous allez vite dire qu'il y a une augmentation de talent, mais peut-être aller un peu plus loin que l'augmentation de talent sur ce que ça implique sur le reste. Ben, je te lance. Ouais, alors moi dans l'idée j'aime beaucoup parce que c'est vrai que Tobias Harris, comme tu l'as dit, il avait ce profil un peu de pas demandé, mais même de temps en temps d'être quand même très effacé, quoi. Et c'est vrai que Paul George, lui, même si on l'a beaucoup moins vu faire ça depuis quelques temps aux Clippers, il avait quand même cet état d'esprit où il peut un peu plus courir que ce que faisait Tobias Harris, il peut un peu demander des ballons dans des situations un peu plus, je sais pas comment dire, mais plus variées. Maintenant, la grosse question que j'ai, moi, c'est pas une question très, comment dire, enfin, c'est une question que tout le monde a, c'est sa condition de un physique et de 2 son âge, quoi. Là les qualités que j'ai évoquées, c'est Paul George il y a 5, 6 Ouais. ans avant son arrivée aux Clippers. Là, maintenant, il a signé un très gros contrat sur plusieurs années. Il a, je crois, 35 ans, 36 ans. Je 34 sais ans, plus. ouais. Ça fait 34 ans, ouais. 34 ans, voilà. Ça fait plusieurs années où il ne participe même pas aux playoffs à cause de blessures. Donc, est-ce que Il a fait de les derniers un, playoffs quand il même. va jouer? Il a fait les derniers playoffs quand même, Polo. Oui, oui, oui. Non, mais il a raté ceux d'avant. Il avait raté des passages dans. Enfin, c'est pas le mec Il le est plus clairement fiable. injury prone. C'est clairement un joueur qui peut se blesser Voilà. et qui se blesse, ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce que il aura le physique pour proposer des solutions viables et suffisantes à Embiid, qui n'est pas le pivot le plus mobile et celui qui lâche le plus facilement la balle. Pareil, est-ce que Maxi va réussir à s'adapter et repasser, enfin réduire son rôle qu'il avait obtenu avec le départ de Harden? En fait, ça fait beaucoup de questionnements. Ce sera très intéressant à suivre, mais c'est vrai que c'est beaucoup de questions. Paul, t'en penses quoi? Ouais. Il y a plusieurs choses, je trouve, sur ce trade qui est quand même très intéressant. Déjà, en positif, je trouve que. Alors, je devais un peu chercher et honnêtement, je pense que Paul George, c'est peut-être la plus grosse signature free agent depuis l'été 2019, avec les KD, Kyrie qui partent aux Nets, Kawhi qui part aux Clippers, où il y avait vraiment enfin, même niveau de trade, enfin, c'était complètement fou, quoi. En 2019, que ce soit dans la conférence Est ou dans la conférence Ouest. Donc, je pense que ça fait quand même 5 ans qu'il n'y a pas un joueur aussi fort qui a signé dans une autre équipe. Je prends pas Brunson en compte parce que quand il part des Mavs, il n'était pas encore une star, quoi, tu vois. Donc, sur ça, voilà, premier point. Deuxième point, je pense que les Sixers étaient dans une situation assez unique où finalement, ils avaient un effectif très compétitif avec énormément de joueurs sous contrat. Et avec le fait que Tyrese Maxey était en fin de contrat, ils avaient que 13 millions de cap holds avec Tyrese Maxey, vu que c'était un gars qui a été drafté uniquement 21e, si je dis pas de bêtises. Donc finalement, s'ils étaient dans une situation assez unique, alors que tu as quand même un MVP qui était. Enfin, ouais, voilà, tu as un MVP dans ton équipe, MVP il y a seulement 1 an. Donc, situation assez unique où tu n'avais que 2 mecs sous contrat avec Embiid et je crois qu'il y avait Paul Reed encore qui était sous contrat. Donc, par rapport à ça, bah, c'est sûr que c'est positif. Et on rappelle aussi qu'ils ont encore de la marge de manœuvre niveau pick de draft parce qu'ils avaient pris les picks des Clippers dans le trade de Harden. Donc, finalement, ils sont quand même plutôt gagnants dans le trade de Harden parce que là où les Clippers ont dû envoyer des picks pour Harden,
Les Sixers, ils ont pris Paul George un an plus tard sans rien donner, quoi. Voilà. Après, je trouve que donner un contrat max à Paul George, ça me dérange pas tant que ça au vu du coût d'opportunité, comme on en a parlé. Mais je trouve que c'est un peu aussi un aveu de faiblesse sur Joel Embiid, où t'es pas si safe que ça en fait niveau création offensive, notamment sur Joel en playoff. Je dis bien en playoff parce que c'est sûr qu'en régulière, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse sur le côté. En fait, il nous faut vraiment beaucoup plus de qualité en termes de création offensive. Parce qu'on se rend compte que quand on donne la balle à Joel et qu'il y a une prise à deux, en fait, en fait, il bégaye un peu. Et il a du mal quand même à vraiment élever son niveau de jeu et à garder son efficacité en playoff qu'il avait en régulière, quoi. Donc ouais, il est très intéressant, cette signature, elle est très intéressante. Moi, je suis quand même plutôt satisfait au vu du contexte et de la situation. Maintenant, je trouve que le contrat max, c'est pas si handicapant que ça, sachant qu'ils n'ont pas donné en fait de contrat là-dedans. Maintenant, oui, il a 34 ans. Je suis désolé, mais il a fait quand même une série bien décevante face aux Mavs. Il a fait une saison régulière très solide, mais il a fait une série bien décevante face aux Mavs où il marque même pas 20 points par match sans Kawhi. Donc, il y a des doutes, mais c'est plutôt satisfaisant quand même, quoi. C'est Paul George. Ouais, pour revenir un peu sur les points que vous avez cités, Ben, tu dis que Harris, c'est un joueur qui court un peu moins que Paul George. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que Harris, c'est quand même un 4 qui court pas mal. Et quand tu prends Paul George, tu actes quand même un ralentissement de ton rythme. C'est pas un joueur qui génère beaucoup de vitesse. Alors, ils ont d'autres joueurs, pour le coup, ils ont pris pour générer de la vitesse, mais c'est pas trop le cas de Paul George. Pour rappel, l'année dernière, quand même, les Clippers, c'était la 4e attaque, mais c'était la 20e à la pace. Et les Sixers étaient 18e à la pace. Donc, il y a une forme de correspondance là-dedans. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour jouer le jeu demi-terrain de Joel Embiid, bah, finalement, Paul George, c'est peut-être le 3e homme parfait, quoi. Parce que c'est un vrai joueur de demi-terrain et de jeu arrêté. Ouais, non, juste pour te répondre 2 secondes, j'ai pas été très clair, mais ce que je sous-entendais, c'était que l'upgrade était vraiment sur les propositions offensives, pas forcément la course, mais Harris avait quand même un profil très unidimensionnel, que ce soit juste du catch and shoot ou un petit peu de post-up, mais à très petite dose. Et donc c'est vrai que Paul George, lui, il va apporter beaucoup plus de création, que ce soit balle en main, un petit peu de off-ball. Enfin voilà, il est il a beaucoup plus de cordes à son arc pour attaquer, et ça fera pas de mal à côté de Maxi et Embiid. Désolé, tu peux reprendre. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et alors moi, la contrepartie, c'est que j'ai un peu peur que les Sixers s'orientent vers un jeu très arrêté pour le coup. Qui, avec le talent qu'ils ont, sera peut-être efficace en saison régulière. Mais on a vu par exemple les Clippers, avec ce jeu-là en playoff, être un peu coincés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable de générer ton jeu de vitesse. Alors Maxi devrait le faire, il y en a d'autres. Mais j'ai peur qu'on ait un jeu alors, très lent, d'une, et très arrêté, alors qu'on avait vu durant la saison des choses intéressantes côté sous le jeu de Nick Nurse, quoi, côté Sixers, qui marchait pas mal, notamment les GHO qui marchaient très très bien. Alors Paul George est plutôt un bon joueur de end-off, mais j'ai peur qu'on perde du mouvement et qu'on se renforce sur le côté jeu arrêté. Donc ça m'inquiète un petit peu. Malgré tout, comme je vous le dis, je vois une bonne complémentarité entre Paul George et Joel Embiid, et je pense que c'est quelque chose qui peut, qui sur le papier a de quoi bien fonctionner. Et effectivement, je trouve que c'est le bon moment de le faire, ce duo, parce que je suis pas sûr qu'il reste beaucoup d'années à Joel Embiid. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bon, il n'y a pas que George. Hein. ouais, tu vois, moi je serais même pas surpris qu'à la fin de la saison, si ça va pas marché, Embiid y parte. Ouais, je sais pas. Ben qui lève les mains. Je dirais rien. Moi je le sens un peu cramos, Joel Embiid. Donc enfin bref, on verra. Vous voulez qu'on continue de parler de ce trade là, ou on peut parler des autres arrivées qui sont tout aussi intéressantes en fait, je trouve, à analyser. Ou est-ce que Je pense, oui, on peut continuer parce que c'est dans le même moule en vrai. Ça, c'est comment dire, ils ont un peu remplacé les comment dire. Alors je retourne juste sur tous les noms parce qu'il y en a eu tellement que j'en ai oublié une partie. Oui, Eric Gordon et Caleb Martin notamment, je trouve que c'est très très intéressant. Enfin notamment Caleb Martin, j'aime beaucoup la signature. Ça va apporter beaucoup de vivacité et de comment dire de vitesse et d'accélération là où ils vont pas mal en manquer, notamment avec Embiid
Paul George sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est un profil ultra complémentaire, je trouve, avec Maxi et puis les plus anciens sur le terrain. Et je pense qu'avoir un Eric Gordon sur le banc, c'est quelque chose qui ne fera jamais de, jamais de mal à une équipe. Parce que je trouve qu'ils sont pas mal quand même, comme tu l'as dit, dépeuplés en laissant partir beaucoup de monde pour différentes raisons. Et récupérer un Eric Gordon en sortie de banc, on a vu dans les équipes précédentes où il est passé qu'il a toujours réussi à trouver son temps de jeu, à trouver ses shoots, à mettre ses points et à apporter un peu tout le temps la même chose, mais ce qu'il fait très bien, quoi. Ouais, Paul, t'en penses quoi, toi, de ces arrivées? Alors pour Caleb Martin, je trouve que c'est intéressant. J'aime bien le profil, un peu 3&D, mais pas non plus élite 3&D, mais ça fera le taf. Maintenant, je sais pas s'il va être titulaire ou pas. Parce que Kelly Oubre, il a fait une superbe saison, donc ils vont peut-être le garder en Je suis sixième homme d'accord, en ouais. tant que dynamiteur sur le Ouais, banc. je suis d'accord aussi. Donc je sais pas s'il va être titulaire. Par contre, sur Eric Gordon, moi je trouve que c'est catastrophique. Enfin, moi je suis pas du Ah tout, oui. j'ai pas du tout aimé sa saison aux Suns. Ses Je trouve playoffs qu'il était, étaient on pas l'a vu. mauvais, à l'inverse. Je suis d'accord, sa Ah saison a ouais, je pas sais été pas, moi, bonne, mais son passage en playoff, c'était un des plus dignes, Suns, hein, sur les 4 matchs contre les Wolves. ouais, en même temps, vu la, Vu le vu la reste, série ouais. des autres, mais je sais pas, moi je trouve qu'il est complètement cramé, Eric Gordon. Et c'est encore Daryl Morey qui peut pas s'empêcher de reprendre les mecs qu'il avait pris aux Rockets. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le graphique là, qui est sorti, mais il y a au moins 15 mecs qu'il a pris à Philly et qui étaient déjà là aux Rockets sous Daryl Morey. Ouais. Après, à côté, ils ont re-signé Laurie. Donc, même si c'est pareil, il est très vieux, je trouve qu'il a quand même encore largement, je sais pas, mais en tant que role player, en tout cas sur le banc, il a encore un impact positif des deux côtés du terrain, Kyle Lowry, parce qu'il peut mettre ses trois, il peut encore un peu créer, et il défend encore, hein, finalement, à 37-38 ans, Kyle Lowry. Donc, je trouve que c'est intéressant. Drummond derrière Embiid, j'ai pas trop d'avis, dans le sens où, ouais, ok, tu sais ce qu'il va faire, mais bon, sur 10 minutes en playoff, c'est pas dramatique. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais bon, ils l'ont repris, il était déjà là, donc il connaît un peu la maison. Je pense qu'il manque un peu sur les ailes. Tu vois, sur les ailes, on a Paul George qui est oubré, on a Caleb Martin. Ouais, il en manque Il y un aura dernier. peut-être Adem Bona, le rookie qui va. Ouais, Kenyon Martin aussi. Donc, je sais pas, je trouve qu'il manque encore un autre Andy, t'en as jamais assez, donc ça peut être intéressant. Et par contre, j'aime beaucoup Jared McCain, sa draft. Je trouve que offensivement, c'est peut-être le meilleur shooter de la draft, donc je trouve que c'est super intéressant. Maintenant, j'aurais un peu aimé le voir dans une équipe où il aura un peu plus la balle en main. Là, je pense qu'avec Joel, Paul George et Maxi, il aura pas beaucoup la balle en main. Par contre, en sortie de banc, je trouve que ça peut être super intéressant. Et il manque deux vrais titulaires, je trouve, à côté de Paul George, Embiid et Maxi. Ce sera peut-être Kelly Oubre et Martin. Ou alors, si Bon, il y aura Kyle Lowry. j'aurais Il y aura beaucoup de Kyle mal, Lowry. mais, Il y aura quand même Kyle Lowry, je pense. ouais, il peut y avoir Kyle Lowry, ouais. Moi, Ouais, il peut y avoir Kyle Lowry, donc je suis un peu, moi, vas-y. j'ai un peu une autre vision sur ça. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont équipé Embiid avec Paul George, et j'ai l'impression qu'avec les autres trades, ils ont équipé Tyrese Maxey. Je vois très bien le fit Maxey avec Eric Gordon. Je suis d'accord, il a pas fait une très bonne saison, mais bon, ça reste un joueur contrat minimum. Ils font aussi avec ce qu'ils ont à disposition. De toute façon, on sait qu'avec le nouveau CBA, c'est compliqué d'empiler les talents comme c'était le cas avant. Je vois bien le fit avec Oubre, Gordon et Caleb Martin pour coup de Tyrese Maxey sur un jeu plus de transition, plus rapide, pour accompagner Tyrese Maxey dans ces lancers-là. Et du coup, je trouve ça finalement assez intéressant. J'ai adoré la saison dernière de Kelly Oubre et je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent à le re-signer, notamment à partir du moment où ils prenaient Paul George. Ouais. Moi, j'étais même à dire, est-ce que c'est une bonne idée d'aller prendre Paul George plutôt que 2-3 bons joueurs, dont re-signer Kelly Oubre vu la saison qu'il vient de faire. Bah, finalement, ils ont réussi à garder Kelly Oubre là-dedans. Et Kelly Oubre, je trouve qu'il a apporté énormément, bench par des vivacités. Je trouve que Oubre a apporté énormément de ça. Ouais, carrément. Et pour le coup, Tyrese Maxey, il a besoin de ça. Tyrese Maxey est un très bon joueur de end-off. C'est un bon joueur de demi-terrain, notamment grâce à Joel Embiid, parce que Joel Embiid est un poseur d'écran plus qu'élite. Mais Tyrese Maxey, à un moment donné, il faut l'alimenter sur de la contre-attaque. Il faut lui mettre des joueurs avec lui en contre-attaque. C'est peut-être le joueur le plus rapide de la ligue. Il faut l'équiper avec ça. Donc moi, je trouve ça super intéressant d'avoir pris ces mecs-là. Et finalement, je suis presque plus excité et tu vois, même de mettre Drummond, tu vois, un 5 qui serait autour de Maxey, Gordon, Oubre, Caleb Martin, Drummond. Je trouve ça hyper cohérent pour une rotation derrière Paul George et Embiid, tu vois, avec Drummond en puissance, en rebond, un peu en protection, et puis derrière tu cours, quoi. Tu cours comme ça, t'as même pas à être pénalisé par le mauvais apport de Drummond offensif.
Je trouve ça intéressant. J'ai juste un petit doute sur Caleb Martin. Je veux bien qu'on y revienne 2 secondes. Enfin, sur l'ensemble des éléments dont je parle, je veux bien qu'on y revienne. Caleb Martin, il a quand même beaucoup d'indicateurs du joueur très bien coaché, mais qui est pas si bon que ça. Le shoot est quand même très compliqué. Il n'y a pas de création balle en main. La défense est intéressante, mais sur une défense de poste 4, alors qu'il est petit. Sur les 3, parfois, il peut manquer un peu de vitesse. Je dis juste un peu attention à Caleb Martin, qui est un joueur que moi j'adore. Mais on en a vu d'autres aussi être très bien coachés par Spoelstra et s'effondrer un peu. Ouais. Les meilleurs exemples, on les a vus l'année dernière, même si j'adore Max Truss. Max Truss est quand même bien descendu l'année dernière. Et de même pour Gabe Vincent. Hein. Ouais. Bon, après, le point positif, c'est qu'il passe de Spoelstra à Nick Nurse. Il passe pas non plus à Passe pas Darvin Ham. Bickerstaff ou comment il s'appelle Darvin Ham. Chancey Billups, quoi. Donc ouais, non, je comprends les doutes, mais je pense que dans cet effectif où il y a quand même pas mal de profils assez diversifiés, il trouvera sa place, comme tu l'as dit, avec de la rapidité et puis de la forte défense. Après, ça reste comme tu as dit, le shoot, parfois ça rentre pas, mais bon, pas le premier où c'est comme ça, et ça sera pas le dernier de la ligue. Alors j'ai plus le contrat sous les yeux, mais en plus, pas... Le contrat, ça va. Il est ok. Le contrat voilà, est ok. Ouais. C'est ok. Donc, bon, au pire du pire, c'est un joueur qu'une équipe. Je crois qu'il a pris, il a pris 32, je crois. 32 millions sur 4 ans, je crois, de mémoire. Ouais, donc oui, c'est 5% du cap, donc c'est raisonnable. Ouais. Donc, oui, non, je comprends les doutes, mais bon, s'il y a bien un coach derrière Spoelstra qui peut correctement l'utiliser, c'est Nick Nurse, je pense. T'en penses quoi, toi, Paul, à la fois de la façon dont ils ont équipé Tyrese Maxey et puis du cas Caleb Martin? Je trouve qu'il y a quand même encore un petit manque de spacing. Donc, du coup, la draft de Jared McCain, elle a vraiment du sens parce que pour le coup, là, du spacing, tu vas en avoir. Maintenant, il n'est pas si mauvais en défense. Il est quand même un peu undersized. Donc, à côté de Tyrese Maxey, tu ne pourras pas non plus faire énormément de séquences avec Maxey et McCain. Donc, je sais pas trop. Je trouve qu'il y a encore 2-3 doutes en défense. Parce que Kelly Oubre, j'aime beaucoup sa défense off-ball, un peu moins sa défense on-ball. Après, on l'a vu face à Brunson, donc c'est sûr que c'est pas facile en playoff. Il y a quand même eu des très bonnes choses en défense on-ball en playoff et tout au long de la régulière. Ouais, je trouve qu'il y a quand même un petit sujet sur le spacing parce que Caleb Martin, bah, tu vois, j'étais en train de regarder, mais en fait, c'est 35% sur pas énormément de tentatives en régulière. En playoff, on est à 42-44% sur les 2 dernières saisons, donc ça va. Mais il y a 2-3 trucs encore un peu bancal. L'effectif est profond, mais tu vois, derrière le trio Maxey, Paul George, Embiid, il n'y a pas non plus des joueurs ultra safe, notamment dans des hautes sphères de playoff. Je trouve que les role players sont très intéressants, mais ils sont pas il n'y a pas non plus un gros background et tout, parce que c'est vrai que les joueurs du Heat sous Spoelstra, qui ne jouent plus sous Spoelstra, dire la plupart du temps, c'est quand même des mecs où on se rend compte que leur rendement et leur impact sur un terrain, ils baissent drastiquement, quoi. Donc, il y a des choses intéressantes, mais je trouve que c'est pas parfait. Après, en termes de qualité d'effectif, ouais, je pense que c'est quand même un top 3, top 4 meilleure équipe de la conférence Est, quoi, assez clairement. Ouais. Alors, sur le côté pas safe en playoff, c'est marrant, moi j'ai une lecture inversée. Je trouve qu'à l'inverse, en fait, leurs joueurs de complément sont des joueurs safe en playoff. C'est-à-dire que quand je prends Kyle Lowry, j'ai pas trop de doutes sur l'impact en playoff. Je trouve que Kelly Oubre, par rapport à ce qu'on lui demande, j'ai pas trop de doutes sur l'impact en playoff. Je trouve que Caleb Martin, alors pour le coup, ce que j'accorde à Caleb Martin, c'est un élément qui est non objectivable. C'est que je trouve que pour le coup, son vrai apport à Caleb Martin, c'est que quand arrivent les playoffs, c'est plus le même joueur. Donc je trouve que c'est intéressant. Même Eric Gordon à ce côté-là, moi mon vrai problème, c'est les stars en playoff. C'est que t'as Paul George et Joel Embiid. Et c'est plus là-dessus où j'ai un doute. C'est pour ça que je trouve que le travail qu'a fait Daryl Morey est assez incroyable parce que il peut pas faire de toute façon sans Joel Embiid. Il a réussi à ajouter Paul George. Tu l'as dit, c'est le plus gros trade depuis c'est la plus grosse signature de free agency depuis 2019. Et derrière, je trouve que c'est avec ce qui reste, il l'a super bien entouré. Après, il y a les limites du fait de tout filer à 3 joueurs, quoi.
Et on sait que depuis quelques années, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je sais pas si on a déjà vu une équipe mettre quasiment, allez, je vais grossier, mais presque 3 contrats max, enfin 3 fois le maximum, d'ailleurs je crois que c'est ça. 3 contrats maximum de ce qu'ils pouvaient mettre à 3 joueurs et aussi bien les entourer. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu ces dernières années. Tu vois Bah, il y a eu les Warriors, mais ça fait un moment, quoi. Ouais, moi je parle plutôt sur le monde post-Warriors. Les Warriors n'étaient pas 3, ils étaient 4. Je compte quand même Draymond Green. Mais tu vois, depuis 2019, sur les gens qui ont retenté les trios, à chaque fois, le problème, c'est qu'autour, c'est tellement bancal. Tu vois, si tu prends les Suns de l'année dernière, t'as pas Kelly Oubre, t'as pas Caleb Martin, quoi, tu vois. T'as pas Kyle Lowry, hein. Ouais, après, le truc, c'est que là, on a un trio qui se complète quand même sur le papier vraiment pas mal, quoi. Parce que tu vois, le trio des Nets, au final, tu avais des joueurs qui avaient à peu près le même profil. C'est Et vrai. c'est vrai que là, et pareil pour le trio des Clippers, c'est vrai que je trouvais que niveau role player, quand même, les Clippers l'année dernière, c'était clairement pas suffisant. Et là, tu as quand même 3 joueurs qui se complètent bien avec un pivot, un forward, un peu fluendy, level star, quoi. Et Tyrese Maxey en créateur, dynamiteur un peu sur le backcourt, là. Donc c'est sûr que le trio, sur le papier, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, ça doit marcher, quoi, clairement. On voit pas ce qui pourrait ne pas marcher. Par contre, le rendement en playoff, comme tu l'as dit, on a encore des questions, quoi. Petit sujet aussi sur le poste 4. Pas de poste 4 si jamais tu tombes face à une équipe qui a un gros poste 4. Alors ça devrait pas être le cas de Boston qui joue pas spécialement comme ça. Mais dans un monde où Orlando continue à progresser, t'auras probablement pas le profil pour défendre Banchero. Dans un monde où les Bucks reviennent à un niveau intéressant, pour défendre Giannis, t'auras rien. Moi, je trouve qu'aussi pour défendre Siakam, t'as pas le matos. Ils ont Julius fait. Randle. Ou même Julius Randle. Non, mais tout à fait, tout à fait. Non, non, mais t'as complètement raison. J'ai pas pensé, mais t'as complètement raison. Sur Julius Randle, t'as pas non plus. Evan Mobley? Et voilà, sur Evan Mobley. Le problème, c'est qu'il est un peu claqué en attaque, notre cher Evan, que j'adore par ailleurs, mais bon. Donc, pour le coup, ils ont fait un effectif très Daryl Morey. C'est un effectif hyper Daryl Morey, quoi. Tu vois, un axe 1-5 très fort. Allez, c'est pas vraiment un 5, c'est 2-5, mais très très fort. En plus, on rajoutait un troisième joueur très fort. Et derrière, on essaye de space et de jouer vite pour courir. Sauf que la NBA a un peu changé et que j'ai peur qu'ils souffrent là-dessus, tu vois. Il y a quand même beaucoup d'affrontements quand tu reprends les 6 premières équipes de la conférence Est de l'année dernière. Elles ont toutes, en comptant Evan Mobley, elles ont toutes un poste 4 qu'il faut pouvoir défendre quand même. Assez puissant, et là, ils n'ont pas ce qu'il faut, quoi. Après, est-ce que ce personnel qu'il fallait, est-ce qu'il était disponible quelque part? C'est aussi ça la question. Est-ce que tu le trouvais? Donc, C'est la limite du trio. moi, je pense. Oui, 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 mais je pense que dans la mesure du faisable, ils ont fait ce qui était le mieux. Je suis d'accord avec vous. Je pense que par exemple, une petite prolongation de Nico Batum, ça aurait fait pas mal de bien. Enfin, pas mal de bien, pardon, à l'effectif parce qu'il manque peut-être un ou deux joueurs en plus. Mais je pense que t'avais même pas la possibilité de le trouver, ce poste 4 imposant. Enfin, je vois même pas sur le marché. Bah, Sur le marché tu l'avais avec Tobias Harris. Ouais, Mais mais Tobias Harris, il défend pas très bien les postes 4 non plus. Enfin, moi, je trouve. Enfin, je suis un peu moins chaud que toi sur Tobias Harris. non, mais c'est sûr, de toute façon, quand tu Mais peux passer Tobias Harris à Paul George, t'as pas le droit de pas le faire. oui, oui, oui. Déjà, de base. Non, mais moi, je pense que Ah. je suis pas sûr qu'il y avait sur le marché de quoi faire un peu mieux, quoi. Ouais, t'en penses quoi, toi, Paul, là-dessus? Je suis d'accord avec toi sur le poste 4. Ce sera pas suffisant face au tout meilleur de la conférence Est. Et tu vois, même moi, sur le poste 2, là, sur le rôle un peu de 3D sur le poste 2 que t'envoies un peu au casse-pipe en défenseur point of attack, bah ok, alors moi, enfin, vous avez compris que j'étais très bas sur Eric Gordon. Ok, t'as Kyle Lowry, il a montré en playoff qu'il pouvait avoir un impact, mais je trouve que sur toute une saison régulière plus playoff, pour l'instant, c'est pas suffisant. Et si tu te dis, ok, bon, on met Caleb Martin, parce que finalement, il est pas si grand que ça, donc on le met sur le poste 2 et on l'envoie en mission un peu tous les soirs, pour le coup, tu perds vraiment de la profondeur sur les ailes, quoi. C'est-à-dire, sur les ailes, il reste un peu que Paul George et Kelly Oubre. Alors, on aura du Kenyon Martin, donc on aura peut-être un Ricky Council et un Kenyon Martin qui vont un peu plus se développer cette année. Mais je trouve qu'en plus du poste 4, il y a aussi
un élite défenseur point of attack, parce qu'ils avaient Melton. Après, Melton, il s'est blessé, il n'avait pas beaucoup joué en playoff à cause de ses blessures. Puis Je il en trouve qu'il y foutait a pas. quand même aussi un manque sur ce poste-là, quoi. Puis il en foutait pas, Melton aussi. Ça a été le problème. Il foutait pas un tir. Alors là-dessus, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je fais appel à Ben sur la série contre les Knicks. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Paul. Ça le fera pas sur toute une saison. Mais je pense qu'ils peuvent compenser toute une saison. Mais en playoff, moi j'ai trouvé que Maxi avait été très intéressant en défense sur Brunson. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et tout en réussissant à continuer à avoir une production offensive intéressante. Donc je me demande si dans certaines dispositions ça peut pas être Maxi ce jour-là. Ouais, non, je suis d'accord que c'était pas mal. Après, la question, c'est vrai que New York, c'était d'ores et déjà un peu unidimensionnel. Donc, même si Maxi réussissait à tenir Brunson, il était, enfin, il était beaucoup aidé et ça se retrouvait très rapidement sur des prises à deux, voire à trois. Donc oui, je pense que pour tout le monde, Maxi, il a fait mieux que ce qu'on attendait. Maintenant, est-ce que lui, plus un Kyle Lowry de 37 ans ou 38 ans, ça suffira pour défendre je sais pas, Lillard, Son une fois, ou Donovan Mitchell, ou Garland, ou que sais-je? Là, je suis d'accord avec vous que ça manquera peut-être comment dire, d'autres personnels, ce qu'ils avaient un peu réussi à construire l'année passée avec les de cumuler de Laurie, Payne, Melton. Enfin voilà, il y avait plusieurs profils que tu Beverley pouvais en début d'année. alterner. Oui, voilà, il y a pas mal de profils que tu pouvais alterner et envoyer au casse-pipe, même si c'est sur des séquences de 10 minutes. Et là, tu les as un peu moins, tu t'es un peu, comment dire, t'as un peu perdu en quantité, au moins. Ouais. Ouais, et puis quand tu le disais, ça me faisait repenser. Et puis pourquoi Maxi était très bon en handball, mais très mauvais en off-ball. Et ça, c'est un problème un peu Ouais. structurel qu'il Bah, a. et c'est vrai qu'il a pas eu trop de off-ball à faire face à New York parce qu'il était tout le temps face à Brunson et Brunson il avait le 98% du temps. Donc c'est vrai que ça s'est vu sur certaines séquences, pas tant que ça, donc les gens n'ont pas tant parlé que ça. Mais par contre, l'année prochaine, oui, c'est possible qu'ils soient un peu plus exposés de ce point de vue-là, quoi. Dernier souci un peu structurel qu'avait Philly l'année dernière, c'était la protection du rebond. Où ça s'est beaucoup vu d'ailleurs en playoff contre les Knicks, même si c'est la pire équipe à jouer sur la question du rebond. Là, pour le coup, il devrait être encore plus nul, enfin encore plus en difficulté quoi au rebond. Et on voit bien, les années passent, on voit bien à quel point cet élément-là a toujours été central, mais est redevenu presque l'élément numéro 1 dans la NBA moderne. Là, le spacing, je sais même pas si le spacing est plus important aujourd'hui que le rebond, notamment l'agressivité au rebond. Et là, pour le coup, ils ont plus rien du tout quoi. Il n'y a plus rien du tout. Enfin, Drummond est un excellent rebondeur, mais ça reste un backup. Joel Embiid prend énormément de place, c'est un bon rebondeur, mais je pense que Joel Embiid, tu le mets avec un très très bon rebondeur à côté de lui, je pense qu'on est à peine à 10 rebonds par match. Je pense qu'il prend beaucoup de rebonds parce qu'il a toujours eu des mauvais rebondeurs autour de lui, et du coup il gratte tout ce qu'il a gratté. Mais là, sur le rebond, Paul, je sais pas ce que t'en penses, mais il n'y a plus rien quoi. Ouais, bah après, c'est la question aussi du poste 4, quoi. Ça va un peu avec. Mais Ouais. sur le poste de pivot, moi, ça me dérange pas tant que ça. T'as quand même limite un des meilleurs rebondeurs de l'histoire en backup. Alors, ouais, c'est qu'un backup, mais non, c'est pas l'élément qui me choque le plus. C'est plus, moi, je me pose des questions aussi sur ces Sixers. C'est à quel point est-ce qu'ils ont intérêt à énormément responsabiliser Joel. Parce que Ouais. l'année dernière, ça me dérangeait pas trop de le voir scorer 35 points par match en régulière. Mais bon, on a vu quand même qu'en fait, que l'année dernière, on l'a vu avec un énorme volume de jeu, sauf que finalement, il a joué que 35 matchs de régulière. Et il est encore arrivé pas à 100% en playoff. Donc, ce qui est bien là, c'est qu'ils ont pris Paul George. Il y a, je pense, tu pourras même donner des ballons sur des séquences. Si jamais il y a des forfaits sur un ou deux matchs sur une semaine ou des choses comme ça, tu pourras donner le ballon à Jared McCain. Mais je pense que voilà, il va falloir se poser la question de OK, Joel, il est encore très fort. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment intérêt, et notamment dans une perspective de playoff, à lui donner 20 shoots, 25 shoots par match en régulière? Parce que au bout d'un moment, on se rend compte que il est pas capable le rendement est pas capable, il est pas capable de garder son rendement en playoff, quoi, tout simplement. Ouais, moi je suis un peu plus pessimiste que toi là-dessus. Je pense que Joel a déjà fortement diminué son volume de jeu. Oui, il prend beaucoup de shoots, mais si tu sors des shoots,
Il fait quasiment plus de courses déjà. C'était déjà le cas l'année dernière. Il faisait quasiment plus de courses. Il défend de manière très sécurisante, on va dire. C'est-à-dire, il campe la paint, où il est pas mauvais d'ailleurs, mais tu vois, il a plus beaucoup d'activité en défense. Ouais. Moi, je me demande juste si son corps est pas flingué, quoi, à Embiid, quoi. S'il a pas le corps un peu cassé. Et s'il paye pas un peu, c'est quand même un des joueurs les plus lourds de la ligue, tout en étant assez explosif, tout en ayant été assez explosif pendant un moment. Alors, il a des mains de folie, il a une capacité à scorer de folie, une intelligence pour acheter des fautes de dingue. Mais je sais pas si c'est lié à son volume de tir, tu vois. Je pense qu'il a déjà baissé beaucoup d'indicateurs pour se préserver. Et effectivement, il a fait que 35 matchs l'année dernière, quoi. Donc, je suis un peu plus pessimiste sur cet élément-là. Et j'ai peur que... C'est aussi pour ça que je pense que ce sera la dernière année de Joel Embiid si ça marche pas. J'ai peur qu'on en soit un peu à la fin de quelque chose avec Joel Embiid. Et... Tu vois, là, je le vois avec Team USA, il est... C'est compliqué, hein. Compliqué, ouais. C'est compliqué, hein. Franchement, physiquement, c'est compliqué. Alors qu'il a eu quoi? Il a eu 2 mois de plus pour se reposer. Je trouve ça très compliqué. C'est pour ça que le contrat max de Paul George, c'est un peu un aveu de faiblesse, comme je l'avais dit un peu dans la présentation, c'est un aveu de faiblesse sur le Joel Embiid, quoi. Parce que je pense que ils commencent à comprendre que avoir tout ton projet vraiment tout axé autour de lui, notamment en attaque, ça a clairement ses limites parce qu'on l'a toujours pas vu en finale de conf. Après, c'est pas que de sa faute, mais ça fait quand même beaucoup là en playoff. Bon, c'est pas que de sa faute, mais c'est la raison principale, malgré tout. À part l'année avec Butler, etc., mais sur les autres années, bon, je dis pas que ça sera jusqu'en finale de conf, mais que ça soit pas allé plus loin à chaque fois, il en est la raison principale. Ouais. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres éléments à dire sur les Sixers, Ben, Paul, ou est-ce qu'on conclut là-dessus? Non, c'est tout bon pour moi. On est tout bon? Eh ben écoutez, merci pour le temps pris. On espère que vous avez pris plaisir à écouter ce podcast. En tout cas, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!